Bonsoir à tous et bienvenue sur QG dans ce 7e épisode de l'Explication, notre émission de débat, de clash et de pensée lancée en 2024 avec François Bégodeau. Aujourd'hui, nous recevons François Boulot, ex-avocat, ex-porte-parole des Gilets jaunes de Rouen et figure nationale du mouvement. Il est l'auteur de Reprendre le pouvoir, paru en 2021 aux éditions Les Liens qui libèrent. Cette fois encore, nous recevons un camarade qui partage globalement les combats de la chaîne, celui pour une société plus juste notamment, mais par rapport auxquels certaines inflexions pourraient cependant apparaître, des lignes de fracture même avec notre gladiateur marxiste libertaire préféré, François Bégodeau. Gladiateur, ouais. J'ai le physique déjà. Ouais. Voilà, en tout cas, tu as récupéré tes deux bras. Ouais, mais je suis toujours aussi faible en bagarre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Bon. Merci François Boulot d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Une fois de plus sur l'antenne de QG. Je pense qu'on va tous se tutoyer. Oui. Parce qu'on se connaît très bien. Tu étais même le premier invité de QG en 2019 quand on s'est lancé dans le siège des Gilets jaunes. Alors, l'idée étant de construire un bloc de rupture, l'idée étant de reprendre le contrôle. L'idée étant de mettre en place une politique capable de changer la vie des Français. En tout cas, c'est ton objectif à toi, François. On va peut-être commencer par un point fondamental qui va nous permettre de mieux situer à ceux qui nous écoutent tout le chemin que tu as parcouru depuis 2019, parce que tu t'es quand même un petit peu déplacé politiquement, il me semble. Lorsque je t'avais reçu en 2019, à la rentrée, tu venais de publier un livre qui s'appelait La ligne jaune, où tu tirais les leçons de l'expérience et où notamment de la plateforme que tu avais lancée, collaborative, toi et d'autres à ce moment-là. Et tu écrivais la chose suivante. Nous ne disposons de toute évidence ni d'un De Gaulle ni d'un Churchill, mais la nature a horreur du vide. Quelqu'un émergera pour porter les aspirations du peuple français dans sa majorité. Alors je te pose la première question. Est-ce que tu crois encore au présidentialisme ou est-ce que tu penses que désormais la Ve République doit être impérativement dépassée ? En réalité, je n'ai pas vraiment changé d'avis là-dessus, mais c'est juste que je me mets dans le cadre dans lequel on est. On est dans la Ve République, et si c'est par l'élection que le changement doit s'opérer, l'élection, il se trouve que l'élection phare, c'est l'élection présidentielle. Donc, il faudra quelqu'un pour l'incarner. Et aujourd'hui, par exemple, à la gauche de rupture, c'est Mélenchon qui a incarné ça depuis trois élections. Voilà. Maintenant, c'est juste que, malheureusement, je ne crois pas que les classes dominantes vont accepter comme ça de changer les institutions et de changer le processus électoral. Donc, j'essaie juste de dire, d'être pragmatique et de dire, on est dans la Ve République, l'élection phare, c'est l'élection présidentielle, donc il faudra de toute façon quelqu'un. Maintenant, évidemment, quelqu'un tout seul ne fera jamais rien. Enfin, je veux dire, il faudra que, de toute façon, ce soit porté par une force collective la plus large possible en nombre, mais la plus conséquente sur le fond, avec des analyses très claires, avec une radicalité dans les propositions qui sont faites pour rompre avec le système en place. Et par exemple, l'un de mes choix de bataille, c'est évidemment la rupture avec les règles de l'Union européenne, parce que je pense que mais la gauche est, à mon avis, trop dans le flou sur cette question et se fourvoie minimise en fait les impasses auxquelles elle sera confrontée si demain elle arrive au pouvoir. Donc je pense qu'il faut créer une force collective qui soit puissante, large en nombre pour être puissante, mais évidemment avec des idées directrices qui sont très claires. Et après, il faudra, une personne pour incarner ça, parce que malheureusement, si c'est par l'élection que ça doit passer, ce sera sous la Ve République et donc par l'élection présidentielle. Maintenant, évidemment, il y a une autre voie qui est celle de la révolution, mais en l'état, honnêtement, je ne crois pas que ne serait-ce que du point de vue des armes, la police est armée et les Français ne le sont pas. Donc je ne vois pas bien comment on va, comme ça, renverser un régime en l'état des forces actuelles dans la rue. Voilà, tout simplement. Alors, François, ce présidentialisme, j'imagine qu'il te dérange un peu. Le présidentialisme n'est pas mon sport préféré. C'est vrai. En tout cas, c'est pas ma passion, quoi. Non, j'ai cru que, de te citant, je pensais quand même que tu allais avoir un petit mot. Mais en même temps, ta constance t'honore.
un des traits que j'aime beaucoup chez toi. Donc, je voudrais d'abord commencer par dire que j'ai toujours eu énormément de sympathie pour François. Voilà. Et d'ailleurs, on s'est un peu croisouillé ici ou là, et on s'est témoigné notre sympathie réciproque, et elle est vraiment intacte pour moi. Ce qui n'empêche pas des petits désaccords politiques qui vont apparaître aujourd'hui, sans doute. Non, je pensais que tu allais revenir sur Churchill de Gaulle, quoi, parce que, comment dire, il y a deux aspects dans Anne, ta citation, et la réponse que tu viens de fournir. Tu dis, bah oui, mais il faut bien faire avec la Ve République qui est présidentialiste, et donc, pourquoi faudrait bien faire avec Tu dis que c'est soit la Révolution, soit s'inscrire dans le cadre constitutionnel dans lequel nous sommes, à savoir la Ve République. Il y aurait peut-être tout un tas de phases intermédiaires qui seraient, par exemple, penser à une Sixième République, ou ce genre de choses. Tu vois, je ne sais pas si je m'associe exactement à ce programme-là, mais ça serait ça. Donc, tu parles toujours de la nécessité de faire rupture, de créer des ruptures actuellement. Tu l'as redit récemment publiquement, et je pense que c'est aussi une constante chez toi. Si on commence par vouloir absolument accepter le cadre de la Ve République, on est mal barré pour la rupture. Enfin, je veux dire, une des ruptures qu'on pourrait faire, ça serait la rupture constitutionnelle, qui ne serait pas forcément révolutionnaire. Mais il me semble qu'en fait, au bout du compte, tu la détestes pas tant que ça, cette Ve République. Et preuve en est l'autre partie de la citation d'Aude, à savoir quand même qu'il y a quelque chose chez toi que j'ai toujours repéré et qui m'a toujours laissé un tout petit peu à distance, à savoir quand même un peu la croyance, comment dire, ce que tu présentes comme un pis-aller, il faudra bien un homme pour l'incarner, puisque c'est comme ça que ça se passe dans la Ve. Je pense que quand même tu as cet imaginaire-là encore qui te vient sans doute de tes premières amours gaullistes, dont j'ai l'impression qu'elles sont toujours vivaces. Je pense que fondamentalement tu restes un gaulliste, mais tu vas me dire, hein, je te soumets ça, et puis après tu dis ce que tu veux. Et donc quand même un peu, c'était qu'il y a des grands hommes, mais les grands hommes qui n'ont pour eux que l'intérêt général en tête et l'intérêt de leur patrie, de leur nation, et sur lesquels on peut donc se reposer, contrairement à certains qui usurpent le pouvoir et qui ne servent que leurs propres intérêts, exemplairement la Macronie et Macron spécifiquement. Et donc il y aurait eu quand même dans l'histoire du capitalisme, dans l'histoire de la société bourgeoise telle qu'on la connaît, des grands hommes au pouvoir qui n'écoutaient que l'intérêt général. Moi je ne crois pas du tout, je ne le crois pas du tout pour Churchill, dont il faudrait quand même tout de suite dire, quand on en fait l'apologie, qu'il a été, sur 70 ans de sa vie, 70 ans un réactionnaire sur tout un tas de sujets sur lesquels je pense que tu serais en fondamental désaccord avec lui. Et que Churchill se soit révélé un très très grand chef de guerre dans les 2 ou 3 années où il fallait être un grand chef de guerre et le chef des armées anglaises, ça, je veux dire, ça va sans dire. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été assez vite viré du pouvoir dans les années 46-47 parce qu'il a montré une certaine impéritie économique, qu'auparavant il a été plutôt du côté de la réaction, plutôt du côté de la conservation, et notamment sur les questions économiques et aussi sur les questions sociétales. Donc moi, Churchill comme grand homme, il se trouve que les circonstances ont fait que oui, il a su prendre les bonnes décisions et avoir la bonne attitude au bon moment. On va pas faire un débat sur Churchill. Bon, sur De Gaulle, évidemment, le sujet est toujours un peu plus difficile parce que, à mes yeux, De Gaulle a un peu moins de casserole. Mais qu'est-ce qu'il en a quand même ? Qu'est-ce qu'il en a quand même ? De Gaulle n'était pas un homme de gauche déjà, voilà. Bon, et donc je pourrais détailler. De Gaulle a pris le pouvoir en 58 par un coup d'État, strictement soutenu par l'armée. Et dans une situation bien précise, et bon, ce qui témoigne pas chez lui d'un grand, sens de la démocratie. Je pense que De Gaulle pensait fondamentalement que la puissance démocratique la mieux à même de sauver la France, c'était De Gaulle lui-même. Et que donc ce qu'il attendait du peuple, c'était que le peuple se range derrière le chef. Et quand d'ailleurs le peuple ne s'est plus rangé derrière le chef, eh bien De Gaulle a boudé et puis il a démissionné. Bon, ce qu'on peut trouver héroïque et honnête, mais je pense que c'était surtout une bouderie, quoi. En fait, le peuple ne veut plus de moi, et donc si c'est comme ça, je m'en vais. Il ne me mérite pas. On aimerait bien que le nôtre aujourd'hui aille bouder un peu. Hein. Oui, moi je m'en fiche un peu. Je t'avouerais que finalement que De Gaulle soit parti à 70 ans, et alors que Macron lui s'accroche au pouvoir, bon, ça c'est leurs affaires, c'est les trucs d'hommes d'État. Bon, j'ai plus de sympathie pour De Gaulle, notamment intellectuellement, pour Macron, je m'empresse de le préciser. Mais en fait, le vrai point, c'est que je pense pas que De Gaulle ait été non plus un grand antidibéral ou un grand anticapitaliste. Je pense qu'il a insufflé avec le brio qui était le sien et sa présence d'esprit, sa clairvoyance et c'est vrai, un grand sens de ce qui pouvait être, de ce qui pouvait servir la puissance nationale. Bon, mais ça, on y reviendra plus tard sur la puissance nationale, peut-être tous les deux. Il a pris les bonnes décisions, mais c'est quelqu'un qui a été, pour moi, le maître d'œuvre d'un capitalisme d'État, pour lequel j'ai pas beaucoup plus de sympathie que pour le capitalisme lui-même, hein, le capitalisme classique, quoi. Donc en fait, je pense que tu es encore un peu travaillé par l'idée que, alors que tu es parfaitement démocrate sur plein d'autres de tes prises d'opposition, mais notamment aux côtés des Gilets jaunes pour le RIC, hein, par exemple, hein, t'en as été vraiment un des porte-paroles les plus clairvoyants et les plus intenses, mais ça cohabite chez toi avec un truc qui me paraît complètement contradictoire, à savoir le grand homme. Alors, du coup, je vais faire une confession. Effectivement, s'il y a eu un déplacement, c'est que j'ai perdu un peu de naïveté par rapport à l'homme providentiel.
Je pense qu'effectivement, à l'époque, j'avais un imaginaire qui était encore celui, je dirais effectivement, de mon héritage familial et donc du gaullisme, etc. Donc j'avais j'étais quand même plus travaillé par ça qu'aujourd'hui. Là aujourd'hui, je serais plus, je crois, en essayant d'être honnête, pragmatique. Et encore une fois, j'en reviens à par l'élection, la Ve République, c'est l'élection présidentielle. Maintenant, je dois dire aussi que, effectivement, moi, j'ai pas tout à fait tranché Ve République, Sixième République. Pour l'instant, personne ne m'a convaincu. J'ai écouté beaucoup, Étienne Chouard par exemple, mais d'autres. Ces débats-là, je les ai beaucoup écoutés. Il se trouve que je les ai vécus dans le mouvement des Gilets jaunes aussi, parce que, je veux dire, on a fait de la démocratie en direct là, à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est une expérience démocratique en direct de comment on s'organise. Est-ce qu'il y a des porte-paroles? Est-ce qu'il n'y a pas de porte-parole? Est-ce que c'est tout le monde qui prend la décision? Qui parle pour qui? À la place de qui? Etc. Bon. Et ce que je développais dans le livre Reprendre le pouvoir, pour le coup, bon, c'est une formule, mais c'est de dire, maintenant, je ne crois pas au verticalisme, je ne crois pas à l'horizontalisme, j'essaie de croire à une diagonale de la raison. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je pense qu'on ne peut pas se défaire de représentants qui vont devoir prendre des décisions. Et on ne peut pas, je ne crois pas au mandat impératif. Je pense qu'il y a des représentants qui doivent être là et que ça donne une certaine expertise parce qu'on vit dans un monde complexe et qu'il faut travailler les sujets. Ce que je déplore notamment aujourd'hui, c'est que les représentants de la nation, pour beaucoup d'entre eux, ils connaissent rien à la fiscalité, ils n'ont aucune notion de géopolitique, d'économie. Enfin, on voit bien qu'ils sont amateurs sur tous ces sujets-là. Malheureusement, on ne peut pas faire sans un minimum d'expertise. Mais après, j'essaie de trouver un compromis. Comment on peut faire pour qu'il y ait des représentants qui aient une certaine liberté d'agir et qui seraient sanctionnés politiquement ensuite par les élections, tout en ayant un vrai contrôle des citoyens sur leurs représentants. Et alors ça, ça passe par une meilleure information des gens, une meilleure éducation des gens, je veux dire, élever le niveau des gens pour qu'ils aient les moyens de contrôler effectivement l'action de leurs dirigeants. Parce qu'on voit bien là, actuellement que les médias n'expliquent rien aux gens et que finalement, si le bloc central, le néolibéralisme, toute cette idéologie est en train de s'effondrer, c'est pas passé par des canaux intellectuels, c'est juste que les gens voient bien que dans les faits, ce système-là est en train d'échouer. Et donc, c'est l'expérience qui fait que les gens n'en veulent plus. Mais du coup, voilà, le système 5e République, 6e République, j'avoue, je cherche encore, je tâtonne en fait. Je suis assez évidemment ouvert à ce qu'il y ait des changements institutionnels. C'est pour ça notamment que j'étais pour le référendum d'initiative citoyenne, parce que ça permet d'introduire des moyens de contrôle des citoyens sur leurs représentants politiques. Je serais plutôt aussi peut-être favorable, en tout cas je suis assez séduit par l'idée d'un Sénat qui serait remplacé par une assemblée de citoyens tirés au sort, où là en fait, certes ce ne seraient pas des experts, mais au moins ce seraient des citoyens dont on pourrait dire qu'ils sont intègres a priori, et donc ils auraient un droit de veto, un droit de contrôle sur ce que fait l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les experts de la politique. Bon, voilà, je tâtonne un peu. J'avoue que là-dessus, mon opinion n'est pas tranchée, mais ce que je constate, c'est qu'en tout cas, l'horizontalisme, généralement, ça ne marche pas beaucoup, quoi. Voilà, l'horizontalisme pur. Voilà. Est-ce que, François, pour toi, la politique, c'est une question de compétence, justement, d'expertise? Tu me connais bien parce que c'est ce sur quoi j'aurais spontanément repris François sur ce qu'il vient de dire. Non, moi je ne crois pas du tout que, à partir du moment où tu remets le démon de la compétence et de l'expertise, qui d'ailleurs a été très très mis en avant par, je dirais, le premier macronisme. Le macronisme canal historique. 2016-2017, quoi, hein, juste avant la prise de pouvoir, puis la prise de pouvoir, c'était on va mettre au pouvoir des gens qui sont des experts, des compétents, dans le domaine économique, dans l'administration, dans la gestion. D'ailleurs, pour certains, venaient de l'entreprise, donc on allait mettre des gens compétents en entreprise parce que l'économie est une espèce de science, un savoir-faire qui nécessite des compétences, et donc on va mettre des compétents et tout va bien se passer. Bon, on a bien vu le résultat, mais on n'avait pas trop de doute là-dessus. Donc mais surtout, je pense que à partir du moment où tu mets toujours en avant l'expertise et le fait que quand même il faudrait qu'on ait des gouvernants ou des représentants, comme tu dis, qui soient quand même un peu experts du domaine qu'ils aient à administrer, alors c'est toujours un pavé lancé dans la mare de la démocratie. Parce que, la démocratie, ça ne peut être que la possibilité, en tout cas au moins, je dirais, envisagée et hypothétique, du fait que n'importe qui puisse exercer n'importe quelle charge. Et que, moi je ne pense pas d'ailleurs que pour administrer une nation, il y ait besoin ou une entité politique ait besoin d'expertise. On a besoin d'orientation politique et non pas technique. Et puis après, De Gaulle aurait dit l'intendance suivra.
je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que je pense que précisément, hélas, l'intendance était beaucoup plus, principielle et première que ce que De Gaulle pouvait bien envisager. Et lui-même a eu beaucoup maille à partir avec le pouvoir de l'argent, enfin les puissances de l'argent. Mais je pense que faire de la politique, c'est définir des orientations politiques qui ont été délibérées démocratiquement. Et puis après, non pas l'intendance suivra, mais les techniciens dont a besoin n'importe quelle organisation feront leur travail technique. Mais ça s'appelle l'administration. Alors il faut aussi peut-être un contrôle sur l'administration, parce qu'une administration qui est livrée à elle-même, ça s'appelle la technocratie. Mais le pouvoir livré à lui-même, ça s'appelle la bureaucratie. C'est ça la bureaucratie, c'est quand un pouvoir n'a plus comme projet que de se perpétuer lui-même. Bon, indépendamment. Donc, bon, c'est pour ça que moi, à l'inverse de toi, je suis absolument pour le mandat impératif. Je veux dire, je pense que un vrai contrôle véritablement conséquent du peuple sur les gens qui ont été désignés, appelons-les représentants ou pas, pour exécuter un certain nombre de décisions démocratiques, parce que c'est ça, en fait, il faudrait que nos élus et nos gouvernants soient des exécutants. Il y a un truc qui s'appelle le pouvoir exécutif, il faudrait qu'il porte bien son nom. Le problème, c'est que le pouvoir exécutif, il n'est pas simplement exécutif, il ne fait pas que exécuter, il décide ce qu'il a à exécuter. Et donc, ça s'appelle l'autocratie. Bon. Et donc, si on n'a pas un contrôle permanent des gens qui, eux, n'ont pas de charge, ne sont pas des représentants, sur ce que font les représentants, pour bien vérifier qu'ils font ce pourquoi ils ont été désignés par la majorité, par, disons, un fragment conséquent de la population, eh bien, ils sont immédiatement révocables, quoi. Parce que tu t'en sortiras pas, parce que si on fait une analyse structurelle, toi, tu le dis très très bien, tu constates comme toi, comme moi, comme Aude, comme tout le monde ici, et comme pas mal de gens qui nous regardent, je crois que nous avons affaire en ce moment, mais à mon avis, c'est pas d'hier. Hein. Moi, je n'exonérerai pas les pouvoirs précédents, ni celui de Hollande, ni celui de De Gaulle, ni celui de Churchill. Nous avons affaire à des gens qui, au bout du compte, servent leurs propres intérêts. Mais plutôt que d'y voir une espèce de contingence malencontreuse, c'est quand même dommage, ces gens qui auraient dû servir le peuple, en fait, ils ne servent qu'eux-mêmes, peut-être y voir une espèce de fatalité structurelle du pouvoir. Le pouvoir, à un moment, de quelque vertu que ce soit armé celui qui y accède, finit toujours par être à son propre service. Tous les régimes communistes ont connu à peu près ce genre de déviance, qui du coup ne sont pas des déviances, qui sont une fatalité structurelle. Et si on ne le pose pas comme une fatalité structurelle, alors on s'en remet toujours à l'idée que ce qui serait chouette, c'est que nous ayons des représentants vertueux. Voilà. Et ça, moi, j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est un petit peu pour moi la même chose que l'homme providentiel, finalement. Tu vois, c'est la déclinaison du même imaginaire. Ah là là, si simplement nos gouvernants voulaient bien rester vertueux quand ils exercent le pouvoir. La vérité du pouvoir immémorial et millénaire, c'est qu'en fait, quand bien même quelqu'un aurait accédé au pouvoir en s'armant de vertu, il oublie très très vite ça, parce qu'il rentre dans une espèce de logique intrinsèque et endémique du pouvoir. Mais en fait, je suis absolument d'accord avec quasiment l'intégralité du propos. Je suis pas naïf. Évidemment, la lutte des classes fait que les classes dominantes font tout pour avoir le pouvoir et pour, en tout cas, exercer un contrôle évident sur le pouvoir politique. Bon, ça, c'est clair, le pouvoir économique domine le pouvoir politique. Et ensuite, le pouvoir, effectivement, a une tendance à s'autonomiser. En tout cas, les gens qui sont au pouvoir essayent de perpétuer l'exercice du pouvoir. Donc, tout ça, j'en ai absolument conscience. Mais du coup, c'est pour ça que j'essaie de rentrer dans une logique de mécanisme concret, de contrôle, de sanctions, donc via un Sénat qui serait une assemblée tirée au sort, via le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire donner des moyens concrets aux gens, ce qui d'ailleurs en plus, motiverait les gens à plus s'intéresser à la politique, parce que là finalement moi je suis le premier à déplorer que les gens se détournent de la politique jamais, donc ils se désintéressent. Exactement. Et puis de toute façon, même quand les élections donnent un résultat où en principe Macron devrait perdre le pouvoir comme c'était le cas l'année dernière, il se maintient quand même en place. Donc vraiment là on en arrive à dire aux gens de toute façon quoi que vous fassiez, rien ne change. Donc c'est assez logique. Donc en donnant des nouveaux moyens, on donnerait aussi de la motivation aux gens à se saisir de la chose politique. Qu'est-ce qui te dérange dans la notion de mandat impératif, alors? Ce qui me dérange, c'est que, très concrètement, quand les Gilets jaunes me désignent porte-parole, ils n'ont pas la possibilité de me dire tout ce que je dois dire. Parce que je vais arriver sur des plateaux de télévision où j'ai des questions auxquelles je vais devoir répondre. Toutes les questions, elles ne sont pas anticipées. Donc, en fait, il y a tout un tas de trucs où j'ai dû improviser. Et où j'étais dans l'esprit, évidemment, j'ai essayé d'être conforme à l'esprit des Gilets jaunes, etc. Mais il y a eu des fois où j'ai dû développer mes propres argumentations, quoi. Je devais me sortir parfois de pièges sur les plateaux de télé. Donc, on va retrouver la même chose. Tu vois, à mon avis, tu fais une analogie qui est... Moi, j'aime bien que tu partes de ton expérience. Ouais. C'est toujours un gage de consistance et merci de le faire. Et c'est très honnête de ta part d'ailleurs de dire qu'à quel point finalement tu t'es retrouvé presque en roue libre malgré toi alors que tu étais censé porter la parole. Mais tu vois, quelqu'un à qui on donne mandat pour faire quelque chose, c'est pas un porte-parole. Moi tout à l'heure j'ai parlé d'exécutant.
C'est-à-dire que moi, je ne demande pas aux gens que j'ai désignés pour exécuter des paroles. C'est fini, les paroles. Les paroles, c'était avant, dans la délibération démocratique, pour peu qu'on ait réussi à se donner des dispositifs pour délibérer. Ce qui est pour moi une grande difficulté. Hein. Je veux dire, je dis pas que la démocratie, ça vient comme ça. Mais non, ils sont là pour faire. Ils sont pas là pour porter notre parole. Ils sont là pour faire. Donc, soit tu fais, soit tu fais pas. En fait, pour moi, le modèle, c'est plus, si tu veux, tu fais une grève, par exemple, tu es en logique de grève, et puis à un moment, tu désignes des gens qui vont aller discuter avec le patron, ou disons l'administration, ou les managers, ou les cadres, ou les actionnaires, en visio, comme ça se fait maintenant. Et dans la réunion entre grévistes, on décide très clairement ce qui va être dit. Et ce qui a été décidé par, à savoir, nous on continuera à faire grève tant qu'on n'obtiendra pas ça. C'est ça que tu dois dire, toi. Alors c'est toi, Jean-Philippe, tu vas aller leur dire ça, ou Martine, ou que sais-je. C'est toi qui dois aller dire ça, et tu ne dis rien d'autre, parce que c'est la décision qu'on a prise, et c'est ce qu'on te demande de faire. On te demande, là, l'acte de parole devient un acte tout court, quoi. Et ma foi, on sera assez bien informé pour savoir si Martine ou Jean-Philippe ont bien dit ce qu'on avait décidé qu'ils fassent. Et voilà, pour moi, c'est ça, effectivement, qui fait modèle beaucoup plus que, tu vois, le porte-parole là, où là, effectivement, bien sûr que les gens dont tu portais la parole ne pouvaient pas prévoir tous les pièges rhétoriques que tu subirais sur les plateaux de télé et dont tu aurais à te dépêtrer. Donc, tu vois, je pense que c'est quand même... Le mandat impératif est quand même quelque chose de très simple aussi, même si, je suis d'accord, hein, c'est très compliqué. Mais il est simple au moins dans sa conception. C'est... Nous sommes entendus, par exemple, pour sortir de l'euro, tiens, puisqu'on va y venir plus tard. On s'est entendu là-dessus, on t'a élu pour ça. Toi, là, toi Jean-Luc, ou toi, que sais-je, je ne sais quel homme ou femme providentielle en 2027. On te donne 6 mois pour le faire, et si tu le fais pas, on te révoque. Voilà, c'est tout, au revoir. Parce que moi, j'ai pas une grande confiance. Par exemple, si on prend ce cas d'espèce, et c'est pas pour en parler, parce que pour moi, ça n'a jamais été un grand sujet, mais... Jean-Luc Mélenchon nous avait un peu raconté à une époque que si jamais il accédait au pouvoir, immédiatement il convoquerait une assemblée constituante et qu'il remettrait en jeu son propre pouvoir à lui. Et qu'en fait, c'est toujours le cas, non? Je ne sais pas s'il le dit encore, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu dire ça. C'est toujours dans le programme, il me semble. Je trouve qu'en tout cas, lui, il a mis un petit peu en sourdine par rapport à ça, ce qui ne m'étonne pas beaucoup, parce que moi, je n'ai jamais cru que de lui-même, Jean-Luc Mélenchon abdiquerait son pouvoir, celui-là même pouvoir qu'il cherche depuis 60 ans de façon fiévreuse. Bon, donc, voilà, donc moi, je ne crois pas du tout à ça, et c'est pas, encore une fois, c'est pas une question de vertu ou de vie. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, puisque je parle de lui, soit un type plus corrompu que les autres, ou moins vertueux, enfin, peu importe. Ça, à la rigueur, il y aurait un roman à écrire sur Jean-Luc Mélenchon, mais pour moi, c'est pas un sujet politique. En tout cas, pas strictement politique. Donc voilà, moi, j'ai pas confiance. Et le mandat impératif, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que, bon, il y a deux choses d'une. Ou tu fais ce pourquoi on t'a élu, soit tu le fais pas. Et au revoir. Oui, mais je pense qu'en pratique, après... ça peut être tout dépend en fait comment on définit le mandat impératif. C'est-à-dire que moi, dans ma logique, il y a une honnêteté en principe qui devrait y avoir des dirigeants politiques qui, quand ils se présentent, à une élection présidentielle. Oui, mais s'il y avait des médias qui informaient loyalement, équitablement les gens devraient pouvoir être en mesure de constater que la personne nous avait promis ça, il n'a pas fait ce qu'il avait promis, et donc on le sanctionne. Oui, mais c'est ce qui se passe un peu. On le sanctionne toujours 4 ans plus tard. Et en fait, il s'est accumulé tellement de trahisons, de pseudo-trahison de la part de celui qui a été désigné président, enfin élu président, ou désigné Premier ministre, enfin nommé Premier ministre, ou le député du coin, ou que sais-je, ou le maire, pourquoi pas. Il se passe tellement d'années entre le moment où il manque à sa parole, en tout cas à ce à quoi il s'était engagé auprès des gens qui l'ont élu, donc en fait les choses s'accumulent, puis on oublie. Et puis bon, en général, les maires, ils sont réélus d'ailleurs. Tiens, voilà, c'est les rares élus qui sont souvent réélus. Le président de la République aussi. Le président de la République, ça peut arriver par une espèce de billard à 12 bandes qui n'appartient qu'à la Ve République et à son système complètement vérolé. Donc ça permet effectivement qu'un type soit réélu alors qu'il y a 9/10 de la population qui le déteste. Vive la Ve République, encore une fois. Mais non, je pense que tu vois, le système ne fonctionne pas, en l'occurrence, puisque c'est trop long, c'est trop loin, si tu veux. Les élections, c'est tous les 5 ans, et encore, ça a été tous les 7 ans pendant tout un temps. Enfin, et toi, tu parlais effectivement d'impliquer les citoyens dans la chose politique. La meilleure façon de ne pas les impliquer, c'est de leur dire, en gros, on vous demande qu'une seule chose, les gars, c'est de bosser tous les 6 ans. Et encore, bosser, ça consiste quand même à aller mettre un bulletin dans une enveloppe, ce qui n'est pas non plus le travail le plus, je dirais, industrieux qu'on puisse envisager. Mais en fait, l'idée du mandat impératif, finalement, le référendum d'initiative citoyenne, c'est ça. Dans le référendum d'initiative citoyenne, là, pour le coup,
à la fin, on aboutit à un référendum, et là, il y a une décision impérative qui est demandée aux dirigeants. Et il y a le référendum révocatoire. Donc en fait, moi, je suis plutôt partisan d'un système mixte, c'est-à-dire un système d'élection, mais où, encore une fois, on pourrait donc réformer le Sénat, on pourrait aussi passer au jugement majoritaire. Je veux dire, j'ai déjà lu tout un tas de trucs intéressants. C'est-à-dire où, du coup, on est moins dans le choix par défaut, etc. On peut attribuer un nombre de points aux candidats, et donc ça permet beaucoup plus de souplesse et de voter plus par adhésion à chaque élection. Donc on peut apporter tout un tas comme ça d'amélioration au processus démocratique, et évidemment, le référendum d'initiative citoyenne, là, on rentre dans une logique de mandat impératif. Tout à fait. Bon. C'est pour ça que je trouvais que c'était... Enfin, moi, j'étais totalement derrière cette revendication, portée par les Gilets jaunes, sous un peu la tutelle, d'ailleurs, d'Étienne Chouard dans un premier temps, et puis sous la tutelle de tout un tas d'autres gens. Oui, ça, c'était vraiment une vraie poussée démocratique, en tout cas, dans l'intention de la part des Gilets jaunes. C'est pour ça que je serais plus sur un système mixte, parce que, d'un autre côté, il y a un besoin, effectivement, de contrôle des citoyens, de pouvoir sanctionner les dirigeants et de les obliger aussi, en certaines circonstances, ou même sur certaines questions fondamentales, à leur dire non, là, cette fois, maintenant, on va faire comme ça. Mais il y a besoin aussi, encore une fois, là, je reviens à la complexité. Moi, j'aimerais bien que les choses soient simples, mais honnêtement, j'ai pas entendu beaucoup de gens capables de m'expliquer le fonctionnement de la monnaie, quelles incidences ça avait sur l'inflation, et donc sur les prix, sur l'investissement dans le pays, etc. Enfin, c'est quand même des questions extrêmement compliquées. Moi, ce que je vois, par exemple, sur l'euro, c'est que le seul argument que me donnent les partisans de l'euro, et il y en a beaucoup, parce qu'on est à 70%, je crois, de soutien, c'est d'expliquer qu'on peut voyager dans toute l'Europe, et dans tous les pays qui utilisent l'euro, et qu'on n'a pas besoin de faire le change. Bon, l'argument, c'est surtout la terreur, c'est le chantage à la terreur. C'est-à-dire, si on sort de l'euro, ça va être la pluie de sauterelles. Oui, et c'est pas faux que sortir de l'euro, ça a un coût. Mais du coup, ça pose des questions complexes, parce que sortir de l'euro, c'est aussi redonner de la compétitivité aux entreprises françaises, parce que la valeur de la monnaie va baisser, et donc mécaniquement, le coût des biens qu'on va produire et qu'on va pouvoir exporter va baisser aussi. Et donc, en fait, c'est une balance à faire, et tout ça toujours demande du temps, est complexe. Tu vois, on en revient à moi, j'entends ce que tu dis, ça m'intéresse, et je suis pas loin d'être... En tout cas, vraiment, il y a quelque chose de très pertinent dans ce que tu dis. Mais encore une fois, je crois que la politique, elle n'a pas grand-chose à voir avec la technicité des problèmes. Évidemment, tous les problèmes sont complexes. Tu auras remarqué d'ailleurs, et ce n'est pas ton cas bien sûr, mais que c'est l'argument des libéraux depuis toujours, l'argument des gardiens de l'ordre, à savoir, les affaires de l'économie, vous savez, c'est complexe. Ça ne peut pas être laissé dans n'importe quelle main, c'est pas le bas peuple, c'est pas le bas peuple, il n'a pas d'argent le peuple, par définition. Les prolos n'ont pas d'argent, donc c'est sûrement pas eux qui vont nous expliquer comment gérer un portefeuille, les amis, quand même. On sait ce que c'est qu'un portefeuille d'action, nous on est actionnaires de père en fils depuis 1000 générations. Donc si tu veux, il y a toujours eu un peu ce côté sur l'économie, d'ailleurs, tous les pouvoirs se sont toujours entendus à compliquer ce qui, certes, avait une part de complexité, mais qui aurait pu être amené à des choses simples. On sait, par exemple, que le pouvoir judiciaire, c'est toujours beaucoup plus, mais ça depuis des siècles, à compliquer la langue du droit, de sorte qu'elle ne soit pas accessible au bas peuple, et que ça devienne un domaine d'expertise. Le droit serait quelque chose dont aurait la charge, disons, des gens qui ont étudié le droit, et bon, ma foi, nul est censé ignorer la loi, mais un peu quand même, quoi. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas leurs droits, justement, leurs droits au singulier ou au pluriel. Donc ça a toujours été un argument des gens de pouvoir de dire... C'est plus compliqué que ça, les amis. Tu vois, de nous parler toujours de façon extrêmement paternelle, etc. Ce qui est toujours un déni de démocratie, parce qu'effectivement, si chaque sujet est tellement complexe que 90% de la population ne peut pas le maîtriser, mais oublions la démocratie, bazardons-la définitivement. Donc je pense que dans tout problème, si tu veux, et le problème que tu énonçais, évidemment, la question de la monnaie est une question extraordinairement complexe d'un certain point de vue. Mais je pense qu'il y a toujours, pour tout problème, un aspect très simple des choses. Un aspect très simple des choses, et qui est précisément le lieu de la délibération politique, et qui là engagerait plus des orientations morales, des orientations d'intérêt, des orientations de tempérament, la façon dont on voit une société plutôt qu'une autre. Et ma foi, tout ça n'est pas si compliqué. Je veux dire, tu vois, moi je pourrais prendre un exemple que je connais bien, qui serait celui de l'école. Tu peux rentrer... Si tu commences à te demander, évidemment, tu vois, de rentrer dans les problématiques pédagogiques, à savoir quelle serait la meilleure pédagogie, de sorte que les enfants puissent apprendre un certain nombre de choses le plus vite possible et le plus efficacement. Bon, c'est très compliqué. Il y a toute une littérature là-dessus, il y a 600 000 livres, etc. Tu peux très bien rentrer. Mais je pense qu'au bout du compte, pour moi, le problème politique de l'école, moi, je pourrais le ramener à une chose beaucoup plus simple. On ne va pas vous parler de l'école, mais je te prends cet exemple-là pour être concret. C'est jusqu'à quel point ça nous importe que 90% des enfants s'ennuient la plupart du temps à l'école pendant 15 ans. Et tu vois, ça, c'est plus une question technique, ça.
C'est une question de tempérament, c'est une question de sensibilité, c'est une question de morale. Moi, ça m'effraie ce spectacle-là, de penser qu'il y a tellement des cohortes comme ça d'élèves qui d'année en année, depuis que l'école obligatoire existe, et même un peu au-delà, s'ennuient à l'école et pour en retirer pas grand-chose par ailleurs. Mais ça sera un autre débat. Tu vois, je prends cet exemple-là pour te dire qu'il y a toujours un aspect complexe dans tous les problèmes, notamment économiques, ça c'est vrai, mais géopolitique aussi. Hein. Les problèmes géopolitiques, si tu commences à rentrer dans les intérêts d'États divers et variés, les alliances, les contre-alliances, les billards à 4000 bandes, etc., au bout du compte, tu n'as plus beaucoup d'opinion, quoi. Mais tu as quand même des fois une espèce de clairvoyance un peu simple. Et c'est précisément celle-là qui est mise au pot de la délibération démocratique. Et après, encore une fois, si on a besoin de techniciens pour mettre en œuvre tout ça, on aura des techniciens. Alors, c'est drôle parce que sur l'argument des libéraux qui ont utilisé justement l'économie comme une matière complexe et donc pour mettre à distance, moi, c'est l'un des reproches que je fais à la gauche, c'est qu'il y a un boulevard pour expliquer que les libéraux sont des nuls, sont des incompétents, et que moi je regarde leurs critères d'évaluation, la dette, le déficit, la balance commerciale, le chômage, etc. On est dans le rouge partout. Donc c'est quand même assez facile d'aller débattre sur les plateaux télé avec eux et de leur expliquer quand même à quel point ils ont échoué. Il y a un boulevard. Et je vois justement très peu de gens à gauche qui font ce travail-là, alors que ça me paraît pas très compliqué. Mais tu vois bien, moi je pense que là, ça nous permettrait de resituer sur qu'est-ce que c'est qu'au bout du compte le débat politique et la conflictualité politique. Et hélas, j'ai pas l'impression, toi tu parlais de la raison tout à l'heure, hélas ça passe rarement par la raison. Et je pense que tu sais bien par exemple que les libéraux eux-mêmes, quand ils mettent en avant une espèce de rigueur économique, rigueur budgétaire, l'équilibre des comptes, etc., gérer la France ou une patrie comme on gérerait une entreprise ou comme on gérerait une famille, mais tout ça c'est des éléments de langage, c'est de l'idéologie, c'est du pipeau. La seule chose qui les intéresse eux, c'est de faire fructifier leurs propres avoirs. Auquel cas, d'ailleurs, moi, je ne les appellerais pas incompétents. Moi, je trouve que le grand capital français est tout à fait compétent dans les objectifs réels qu'il se donne, à savoir perpétuer ses intérêts, voire même les faire fructifier. Et puis après, tu as l'écran de discours. L'écran de discours, c'est de toujours appeler les États à être beaucoup plus rigoureux dans leur gestion. Mais en fait, pourquoi les libéraux n'arrêtent pas de dire « Regardez, l'État est endetté, c'est quand même horrible, on est en train de foutre de l'argent dans un trou en permanence et de la non-économie ». Ils ne le font pas parce qu'ils ont des théories rigoureuses de l'économie. Ils le font parce que il faut absolument qu'ils continuent eux-mêmes à appauvrir l'État pour pouvoir ouvrir des nouveaux marchés. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ce à quoi on a affaire, c'est pas des gens qui tiennent une position théorique véritable. Moi, je pense que les libéraux n'ont jamais de position théorique véritable. Ils n'ont la position que de leurs intérêts. Et donc en fait, plutôt qu'un débat de rationalité et de les prendre en défaut d'irrationalité et de non-rigueur dans leur discours, ce à quoi on a affaire, c'est un rapport de force. Je ne t'apprends rien d'ailleurs. On a affaire tout simplement à des puissances, disons, capitalistiques qui sont énormes et qui sont prêtes à ne rien lâcher par rapport à nous. Donc moi, je ne crois pas que ça se jouera sur le plan des débats. J'ai le sentiment quand même que pour toi, François, la question de la dette, c'est quelque chose qui existe. C'est pas seulement un chantage des classes dominantes pour pouvoir couper dans les budgets sociaux, etc. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, mon point, c'était un moyen de dénoncer l'hypocrisie, justement, de ces gens. Donc, on va être d'accord, effectivement. Mais si je m'en tiens à votre discours, écoutez, je suis désolé, mais voilà. Mais évidemment, la vérité cachée derrière, c'est qu'en fait, pendant que les gens s'appauvrissent, tout là-haut, là, c'est la fête, tous les ans. Mais après, effectivement, si on dézoome un peu, je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de répartition des richesses. Je pense qu'on a aussi un problème de production. C'est-à-dire qu'on a un problème là où on est un pays qui est en train de commencer à décliner. Et je veux dire, on rentre dans des difficultés. Et alors le problème, c'est que dans le déclin, là, tout là-haut, ils ne veulent pas payer l'addition. C'est-à-dire que c'est eux qui ont embarqué le pays, qui ont mis le pays dans l'ornière en désindustrialisant massivement, etc. Et maintenant que tout le monde s'appauvrit, eux, ils continuent à s'enrichir et ils font payer tous les autres, avec notamment la retraite, etc. Enfin, on voit bien le déremboursement des médicaments. Enfin bref, on casse la sécurité sociale, on casse les services publics. Bon, on voit bien que c'est ça qui est à l'œuvre. Mais c'est pour ça que du coup, il y a pour moi pas seulement un enjeu de répartition de richesse, il y a aussi un enjeu de production. Et là c'est très compliqué. C'est-à-dire que là, pour le coup, alors c'est peut-peut-être pas que les politiques, c'est aussi la haute administration, mais qui a totalement abandonné le travail, parce qu'avoir une vraie stratégie économique sur le plan international, alors se situer par rapport à la concurrence, je veux dire, il y aura un vrai travail. C'est pour ça aussi que l'Union européenne est une catastrophe, en ce que retirant les moyens de la souveraineté, elle a dit à ces gens-là, bon, il n'y a plus besoin de faire le travail sur la politique commerciale, la politique budgétaire, la politique monétaire, c'est plus de votre ressort.
Ah bah ouais, mais on voit le résultat. Et donc moi, je veux dire, si demain il y avait une force politique qui arrivait au pouvoir, déjà à mon avis, il y aura un sérieux ménage à faire dans la haute administration en interdisant le pantouflage et donc en disant, moi je dirais, vous avez 6 mois. Voilà, dans 6 mois, soit vous restez dans l'administration publique, ce sera à vie. Hein. Les enseignants restent à vie dans l'administration publique. Maintenant, s'ils veulent ouvrir un restaurant dans le Larzac ou aller élever des chèvres, il n'y a pas de problème. Je veux dire, moi, ça me pose aucune difficulté. Mais vous ne travaillerez jamais pour un grand groupe privé. C'est ça. Ça c'est clair. Oui, bon. oui. Et donc, si vous voulez partir, vous partez. Voilà. Si c'est pas l'intérêt de la nation que vous avez chevillé au corps, c'est pas la peine de rester. Et pour ceux qui restent, eh ben, on aimerait que maintenant, vous avez quand même des rémunérations de 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. En fait, on aimerait bien que là, vous essayiez de penser une stratégie économique pour le pays. Donc, est-ce qu'on va faire du protectionnisme ? Si oui, il ne s'agit pas de faire du protectionnisme sur tout, ce serait complètement stupide. Donc, quel secteur d'activité on va essayer de développer ? Sur quel brevet on peut s'appuyer ? Enfin bref, en fait, il y a tout un tas d'études à réaliser qui là, moi je le dis, moi je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas économiste, je n'ai pas fait les études pour. Mais justement, on a des techniciens là qui devraient le faire. Et après, tu vois, il y aurait un autre point d'achoppement entre nous de ce point de vue-là, parce que là, je t'écoute religieusement et je suis globalement d'accord, mais pour placer la barre, je ne dis pas plus haut, mais en tout cas sur un autre plan. Comment dire ? La puissance économique de l'État dans lequel je vis ne peut pas être mon horizon politique en soi. Parce qu'en fait, si tu veux, si on revient à De Gaulle, on peut dire que de ce point de vue-là, il y a eu une gestion relativement rationnelle économique du gaullisme de Gaulle et ses technocrates. Je veux dire, c'est pas De Gaulle qui tout seul a tout sorti de son chapeau quand même, attention, toujours le grand homme. De Gaulle, aussi grand soit-il, était un homme limité, mortel, je pense, et donc il n'était pas complètement Dieu. Bon, donc il a aussi bénéficié de tout un tas de choses autour de lui. Et oui, on pourrait dire qu'il y a eu une certaine rationalité, une certaine compréhension de ce que pouvaient être les intérêts économiques de la France, ce qu'on appelle l'État stratège, donc des bonnes stratégies. Mais ça a consisté en quoi, si on regarde dans le détail ? Ça a consisté, par exemple, à développer le programme nucléaire. Je ne vais pas immédiatement, là, lâcher que moi, je suis contre le nucléaire. Mais je pourrais comprendre qu'on soit contre le nucléaire. Donc, je veux dire, là, en l'occurrence, la chose qui va me rendre puissant est elle-même éminemment discutable d'un certain autre point de vue, qui n'est pas le point de vue de l'état fort dans lequel je suis, c'est du point de vue de l'équilibre de la planète, de l'équilibre, des équilibres écologiques généraux, des risques que font prendre à l'humanité le nucléaire, etc. Je ne veux pas encore rentrer dans ce débat qui est compliqué, sur lequel d'ailleurs ma religion n'est pas complètement faite, mais c'est un exemple. Et puis il y a un autre exemple sur lequel ma religion est totalement faite. Ce qu'on a beaucoup développé dans les années 50, 60, sous la houlette de De Gaulle et d'autres gens, avant et après lui, c'est l'industrie de l'armement. C'était très bien stratégiquement. C'était parfait stratégiquement. C'était d'une grande rationalité. Ces gens qui, comme tu dis, avaient peut-être chevillé au corps l'intérêt de la nation, toujours un peu plus qu'aujourd'hui. Peut-être plus qu'aujourd'hui, mais il faudrait voir pourquoi et selon quel schéma. Ça serait intéressant d'étudier ça vraiment de près. Plutôt que de dire chevillé au corps et là maintenant pas du tout chevillé au corps. Je pense que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais admettons, oui, ils avaient donc considéré qu'effectivement, il serait de l'intérêt de notre nation de développer une industrie de l'armement et de devenir leader, ou pratiquement leader, numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans la vente d'armes, ce qu'on est encore maintenant à peu près dans la compétition internationale sur la vente d'armes. Bon, c'est assez, c'est discutable de construire toute une nation autour de cette manne-là. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est un critère, si tu veux, de tenir à ce que le pays dans lequel j'habite ait une certaine prospérité économique dont j'espère qu'elle ruissellera sur à peu près tout le monde. Ok. Mais pour moi, ça ne fait pas la blague politique fondamentale, parce que ça veut dire... on peut dire aussi que la manne impériale, pendant des siècles et des siècles, était un très très bon calcul stratégique. C'était un très très bon calcul stratégique pour la France que d'aller piller des matières premières dans des pays qui n'allaient rien nous demander en échange parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Par ailleurs, d'en esclavagiser un certain nombre, parce que c'était quand même une main-d'œuvre particulièrement... Enfin, je veux dire, en termes de rigueur économique, l'esclavage, c'est super. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, la prospérité nationale de la France s'est beaucoup édifiée sur ce genre de choses. Et c'est là que, pour moi, la politique, elle intervient. Et qu'elle se dit, moi, je ne suis pas prêt à tout. Moi, je ne suis pas pour l'intérêt national. S'il doit en passer par des dégueulasseries, et surtout par le fait d'enfoncer la moitié de la population de la planète, moi, je suis pas d'accord, si tu veux. Donc, c'est là que je pense qu'on n'a pas exactement le même lexique, je dirais. Tu vois, une réponse de François, et après, on passe à la question de la souveraineté de l'Union européenne.
Mais je crois qu'on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas la prospérité économique à n'importe quel prix, etc. Et on en discute, et quels sont les intérêts en jeu, écologiques, humanitaires, respecter la souveraineté des États, enfin, il y a ne pas faire de l'impérialisme, justement, ne pas aller faire des guerres illégales, en tout cas qui violent le droit international, ne pas vendre des armes à Israël en cachette, etc., pour laisser commettre le génocide. Enfin, tout ça, effectivement, je suis évidemment d'accord. Mais je dis simplement, c'est qu'un élément à prendre en compte, c'est que oui, il faut quand même bâtir une économie prospère. Alors évidemment, il faut essayer d'aller dans les secteurs d'activité. En fait, moi, ma boussole, c'est les besoins humains. Voilà, et les besoins humains, c'est se loger, se nourrir, etc. Ouais. Et je dirais même en dernière instance, j'aime bien l'idée, à mon avis, je serais peut-être un peu moins radical là-dessus que Frédéric Lordon, mais j'aime bien le concept de garantie économique générale. C'est-à-dire l'idée de fournir une garantie, une bien sécurité. Pour moi, c'est l'horizon absolu de la politique communiste. Je ne sais pas si on va l'appeler comme ça. Exactement. Mais donc, dans ce concept-là, je suis absolument d'accord, etc. Et donc, je suis pour la sécurité sociale et les différentes branches, maladie, retraite, chômage, etc. Bon, voilà, un droit du travail très protecteur, tout ça, je suis d'accord. Après, et c'est pas le seul horizon. C'est-à-dire que moi, je me suis même là un peu radicalisé sur la question de la répartition des richesses. Je suis aujourd'hui très partisan de fixer un cap. Je veux dire un plafond, un plafond absolu de 1 à 20 sur les salaires. Je suis gentil. 1 à 20, ça fait 30 000 euros. Enfin, basé sur le SMIC, ça fait 30 000 euros par mois. Je pense que voilà, 30 000 euros par mois, on doit pouvoir réussir à vivre correctement. Quelle communauté démocratique pourrait décider ça là, parce que là, tu es révolutionnaire en disant ça. En fait, ça implique la révolution. Mais vraiment la révolution, prenons-la au sérieux. C'est-à-dire de renverser la classe dominante et l'exproprier. Parce que si tu prends le pouvoir dans un pays capitaliste et dominé globalement par ceux qui sont les détenteurs de capitaux, ils ne laisseront pas faire ça. Hein. Ah ben ça oui, c'est bien sûr. Là, on met les pieds dans le plat. Voilà. Là, je veux dire, on est en plein dans le rapport de force. En fait, tu es léniniste là. Je te l'apprends. Eh ben, fort bien. Mais bravo, je t'adoube. Après, je connais pas assez bien pour, assumer tout l'héritage de Lénine. Mais simplement, moi, je suis effectivement pour fixer un cap, donc de 1 à 20 sur les salaires, donc ce serait 1500, donc 30 000 euros maximum par mois. Et sur le patrimoine, alors je suis en train de réfléchir à la question, mais sur le patrimoine, je dirais que sur le patrimoine personnel, allez, 20 millions d'euros maximum. Bon, ça me permet quand même de laisser une certaine marge pour avoir accès à du luxe. Et en fait, je me base ensuite sur... j'essaie de trouver des idées qui soient de rupture, mais qui aient une force révolutionnaire. C'est-à-dire qui n'aient pas qu'une essence révolutionnaire, mais qui aient une force révolutionnaire au sens où elle est déjà en fait acceptée par la plupart des gens. Et cette idée-là, honnêtement, quand je la soumets à n'importe quelle personne, peu importe sa classe sociale, ils sont toujours d'accord. Parce qu'en fait, au-delà de 30 000 euros par mois, au-delà de 20 millions de patrimoine, là, personne n'arrive à le justifier, en fait. Il n'y a que Xavier Niel qui n'est pas super d'accord, ou Bernard Arnault. Exactement. Voilà, exactement. Mais ils sont pas très nombreux, mais au moins, voilà, c'est très clair. Il y a les 99,9% qui ont intérêt à poser ces limites-là. Et puis, oui, il y a la petite minorité, là, qui est agissante et qui a beaucoup de pouvoir. Mais au moins, ça pose le rapport de force fondamental, là, qu'on doit mener politiquement. Voilà. Donc, moi, je m'associe totalement, mais je te souhaite bon courage. Pour, ayant pris le pouvoir porté par cette mesure-là, qui a l'assentiment de la majorité de la population, te démerder avec le grand capitalisme si tu n'engages pas un rapport de force militaire avec lui. Je dis bien militaire avec lui, parce que, alors là vraiment, s'il y a un truc sur lequel le capitalisme n'aime pas qu'on touche, c'est ses capitaux. Bien sûr, bien sûr. Là, il devient très très méchant. C'est un peu comme les chats ou les chiens à qui on pique leur nourriture, ils deviennent méchants, quoi. Ouais, mais j'en ai parfaitement conscience. Mais mon but, c'est, je dirais, en défendant cette idée-là qui, à mon avis, doit être centrale, parce qu'elle est très claire, elle est très précise, etc. C'est qu'au moins, on met, on dit aux gens, voilà, c'est là. C'est là. Le rapport de force, il se joue là, et c'est quand on met le doigt là-dessus, là, vous voyez que là-haut, ça va réagir très très fort. Voilà. Alors, il y a une question sur laquelle tu n'as pas varié au fil des années non plus, la question de l'Union européenne, qui te distingue au sein de la gauche, puisque vous n'êtes pas très nombreux parmi les intellectuels à mettre en cause l'euro, encore. Je vais prendre une phrase de toi, là encore. Elle est très récente, puisque c'était il y a une quinzaine de jours. Tu étais invité sur la chaîne Parole d'honneur. Et assez seul, tu disais, il n'y a pas de gauche de rupture possible dans l'Union européenne, pas de gauche de rupture dans l'euro, pas de gauche de rupture dans le marché unique. Si l'on reste dans ces cadres, toute force qui se réclame de la gauche sera condamnée à trahir
comme les autres l'ont fait. Tu citais le cas de François Hollande. On pourrait en citer bien d'autres, évidemment. Pourquoi est-ce que tu en fais un point primordial ? Parce que tout simplement, il y a des structures et que quand on ne remet pas en cause certaines structures, on ne peut pas changer de politique. Et que là, en l'occurrence, l'Union européenne, en nous plaçant dans le marché unique européen, c'est-à-dire en ayant créé une zone de libre-échange avec des pays comme la Roumanie, les pays de l'Est, la Pologne, etc., ça a créé en fait une zone de concurrence déloyale entre les pays et donc entre les travailleurs surtout. Et donc du coup, c'est ce qui a créé des délocalisations massives depuis la France dans les pays de l'Est. Parce qu'évidemment, quand les salaires sont 5 à 10 fois inférieurs là-bas, qu'il y a pas de sécurité sociale, ou en tout cas certainement pas du niveau protecteur qu'il y a en France, oui, le capitaliste, il n'est pas fou. Lui, il regarde, c'est quand même... sa logique, c'est d'augmenter ses profits. Et donc ses marges. Donc, soit il augmente le chiffre d'affaires, soit il baisse les charges. Augmenter le chiffre d'affaires sur un marché concurrentiel, c'est toujours compliqué. Il faut trouver des parts de marché, il faut se distinguer de ses concurrents, etc. Baisser les charges, ça c'est très facile. Je déplace mon usine dans le pays qui coûte beaucoup moins cher et c'est gagné. Donc, en fait, dans le marché unique, avec encore une fois des pays qui ont des niveaux sociaux très inférieurs aux nôtres, on ne peut pas... c'était évident qu'on allait perdre des millions et des millions d'emplois. Donc on n'arrivera pas à endiguer le chômage de masse qu'on a en France si on ne revient pas sur ces zones de libre-échange et cette concurrence déloyale. Et le chômage de masse, ça a des conséquences très directes. Parce que quand on nous relève l'âge légal de départ à la retraite, c'est parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est vrai qu'il manque de l'argent. Évidemment, quand il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas de travail, il n'y a pas assez de cotisations. Donc on ne peut pas financer le système de protection sociale comme on voudrait. Et des exonérations fiscales, surtout. C'est ça, mais du coup, en gros, dès lors qu'on a du chômage de masse, et qu'on accepte ça, et qu'on accepte le libre-échange, et qu'on accepte l'euro, oui, après, on n'a que des mauvaises solutions. C'est la solution des macronistes et des libéraux de manière plus générale. C'est-à-dire faire des coupes dans les dépenses, baisser les droits des travailleurs. Voilà, on est condamné à faire ça. En fait, on est condamné au moins-disant social et fiscal, et donc c'est toujours la course au moins-disant. Donc on est condamné, en fait, à faire souffrir les gens ordinaires, les petites gens, voilà. Et donc c'est pour ça que le marché unique est un problème et l'euro, parce que ce qui est ignoré, c'est que l'euro, comme on partage cette monnaie commune avec d'autres pays, ça nous impose une certaine homogénéité dans les politiques économiques qui sont conduites. Et c'est pour ça que l'Allemagne, qui est la force dominante dans l'Union européenne, nous impose sa manière de voir les choses, et donc nous impose l'austérité, nous impose de libéraliser, de baisser les impôts sur la production, comme ils disent, etc. Oui, et en fait, tant qu'on est dans l'euro, on ne pourra pas faire une autre politique, parce que dès lors qu'on devra faire une autre politique, la Commission européenne, comme on est en déficit structurel où on dépasse les 3%, là, elle nous sanctionnera financièrement, ce qu'elle n'a jamais fait pour l'instant. Oui, forcément, on se conforme aux orientations qu'ils nous donnent. Mais si demain, on voulait plus se conformer et qu'on voulait faire une politique beaucoup plus redistributrice, beaucoup plus égalitaire, de plus casser les services publics, etc., là, les sanctions financières, la Commission européenne va nous les imposer. Et puis les marchés financiers aussi, vous nous imposez des sanctions. Et on n'aura pas la liberté d'agir concrètement, économiquement. Donc, immédiatement, le pays va être à genoux, et la force politique qui sera au pouvoir sera à genoux. Donc, en fait, si on n'est pas préparé à sortir de l'euro, à mener un rapport de force avec la Commission européenne, avec les marchés financiers et avec potentiellement nos voisins européens, oui, on va se condamner à trahir. Si on ne s'est pas préparé avant, on se condamnera à trahir, et on fera comme Hollande. Parce que Hollande aussi, il avait promis de faire une rupture avec les règles de l'Union européenne. On a vu ce que ça a donné. Question François, est-ce que les diktats de l'Union européenne tels que l'autre François vient de les décrire, sont un prétexte finalement pour les classes dominantes pour mettre en œuvre des politiques antisociales, ou est-ce qu'elles sont vraiment la cause du problème ? Non, moi je suis en accord total avec l'analyse que vient de faire François. Accord total. Je crois qu'en fait, pour le ramener à une chose simple et sans doute plus rudimentaire que ce que tu viens de décrire par le menu, il est évident que les États ont toujours été un problème pour le capitalisme. Et pour les capitalistes. Pour les capitalistes. Pourquoi ? Alors ça ne veut pas dire que les États soient systématiquement des opposants ou des obstacles au déploiement de la marchandise. C'est pas vrai. Les États sont souvent les premiers maîtres d'œuvre du capitalisme, puisque d'ailleurs ils sont souvent sous contrôle du capital. Bon, mais quand même, dans l'idée, alors que franchement le capitalisme transnational a les coups des franches, il y a quelques petits obstacles qui sont les législations nationales, ça freine un peu la fluidité de la marchandise, etc. Donc il est tout à fait évident que le capitalisme a toujours voulu engager un rapport de force avec les États et s'en débarrasser autant que possible.
quand ils ne s'en servaient pas. J'insiste bien là-dessus parce qu'il y a aussi une grande confraternité entre l'État et le capitalisme. On le voit d'ailleurs au travail en ce moment dans le Trumpisme. On voit très très bien comment un maxi-libéral comme Trump est aussi quelqu'un qui déploie une espèce de puissance étatique, notamment sur les droits de douane, des choses comme ça. Donc attention, c'est pas une opposition, tout ça est dialectique, ça il faudra voir. Mais fondamentalement, c'est vrai que le capitalisme a besoin de lever un certain nombre de barrières législatives qui sont donc portées par des États. Et c'est vrai qu'il semble que l'invention de l'Union européenne soit une invention du capitalisme pour contourner un certain nombre de législations nationales, se débarrasser des barrières nationales, et notamment d'ailleurs, peut-être spécifiquement de cette espèce de drôle de pays qui s'est donné quand même une puissance étatique un peu redistributive qui s'appelle la France. Ça, c'est vrai. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je suis complètement d'accord. Et je pourrais être complètement d'accord avec l'objectif de sortir de l'Union européenne, de commencer par sortir de l'euro. Après, je vais dire mes 2-3 réticences de ce point de vue-là. D'abord, sur l'état de la gauche par rapport à cette question-là. Bon, il faut toujours quand même arrêter de faire la gauche toujours plus bête qu'elle n'est. Déjà, comment dire, elle est parfois suffisamment bête pour ne pas l'accabler encore plus. Il ne faut pas confondre la gauche et son principal représentant sur la scène partisane qui s'appelle les Insoumis. Parce que son principal représentant sur la scène partisane est soumis à la bêtise de la scène partisane. Et comme le but exclusif maintenant de Jean-Luc Mélenchon et de ses affidés, c'est de gagner l'élection présidentielle, pour à peu près rien faire derrière, mais la gagner, eh bien, ils savent très bien, dans l'état des opinions, dans l'état de la circulation, dans l'état des manipulations médiatiques, etc., qu'en fait, ça te plante, tu te tires un peu une balle dans le pied en disant que tu vas sortir de l'euro. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme un peu insécure par les gens. Les gens se disent, ça va être un grand saut dans l'inconnu, on ne sait pas où on va. Du coup, tu n'as pas le vote des vieux, parce que les vieux, et derrière, se disent, bon, c'est pour ça d'ailleurs que le Rassemblement national s'est complètement ravisé sur cette question. Mais ça, si vous voulez, ça ne dit pas ce qui est le fond de la pensée de la majorité des gens de gauche, de rupture, concernant l'Union européenne, qui est fondamentalement pour la sortie de l'Union européenne. Donc ne prenons pas au mot les représentants, en tout cas partisans, qui eux, dont la parole est toujours pour moi de la monnaie de singe, parce que c'est toujours un peu des calculs, comme ça on a peur, de la même façon que la parole sur l'Europe de Marine Le Pen est devenue totalement inaudible, elle-même ne sait même plus ce qu'elle doit en penser, parce qu'elle se dit plutôt, qu'est-ce qui est de nature à effrayer le moins possible une partie de la bourgeoisie, notamment, dont elle a besoin pour être élue, elle ou Bardella, peu importe, enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je pense que fondamentalement, et c'est mon cas, je veux dire, à gauche, on est tout à fait sur ta position, à savoir, oui, moi, je pense que sortir de l'UE, ça serait une façon de se redonner une part de souveraineté, notamment par rapport à un certain nombre de dictates, disons, germano-capitalistes. Ça, c'est sûr. Bon, après, les objections, c'est quoi ? C'est plusieurs objections. Premièrement, une objection stratégique, qui contient d'ailleurs la deuxième objection. C'est-à-dire que, ok, on sort de l'euro, et après, il se passe quoi ? Après, c'est très compliqué. Après, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué de sortir de l'euro sans sortir du capitalisme. Parce que le capitalisme transnational nous le fera payer. Nous fera payer n'importe quel. On a bien vu ce qui s'est passé avec la Grèce. Je veux dire, si tu es un pays isolé et que toi, tu décides démocratiquement de sortir de l'euro, on te le fait payer. Le capitalisme transnational te le fait payer immédiatement. Et donc, en fait, là où tu voulais récupérer la souveraineté, tu te retrouves le plus aliéné du monde des pays, ce qu'a été la Grèce pendant au moins 5 ou 6 ans, et encore maintenant, ils ont du mal à s'en remettre. Bon, donc ça, c'est la première objection. Et là, elle contenait, disais-je, la deuxième objection, parce que la deuxième objection, c'est de dire, surtout ne pas trop se tromper quand même de combat. Je veux dire, moi, je pense qu'une fois qu'on a dit l'Union européenne, on a dit beaucoup de choses, des choses qui nous sont imposées. Et des dictates qui pèsent notamment sur les personnes les plus fragiles dans notre société actuellement, ça c'est sûr. Et le bilan que tu fais est tout à fait cohérent. Mais on n'a pas tout dit non plus. On n'a pas dit. Est-ce que moi, ce dont je me méfie toujours avec le souverainisme, ce qui se proclame souverainiste, c'est pas tant l'idée de la souveraineté qui serait à reconquérir en sortant de l'UE, chose à laquelle je m'associerais totalement. Ne serait-ce que parce que ça crée une séquence politique qui serait intéressante et qui serait à même de quand même un petit peu bouger les lignes, quoi. Donc moi je serais, si demain tu prends de nouveau, disons, la tête d'un mouvement pour le Frexit, je serais avec toi, je te le dis solennellement et sans aucune ambiguïté. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de tirés. Mais il ne faut pas en attendre plus que ce que ça peut donner. Parce que globalement, là je pense que Lordon le rappelait aussi dans sa prise de parole. Lordon qui a beaucoup donné dans disons, la pensée
sur l'Union européenne comme étant une pensée absolument centrale et structurelle de toute politique d'émancipation de gauche. Il a beaucoup donné dans ce domaine et il a un petit peu abandonné ce terrain-là et il expliquait pourquoi le soir vous êtes intervenus ensemble. Parce que il pense que globalement l'ennemi principal ça reste le capitalisme, mais c'est pas l'Union européenne. L'Union européenne c'est l'ailier gauche, enfin l'ailier droit d'ailleurs plutôt du FC capitalisme. Tu vois, et donc il faudrait pas. Moi je pense que je me méfie toujours des gens et je pense que c'est pas ton cas d'ailleurs. Mais des gens qui ont constitué comme contradiction centrale et comme lutte centrale la sortie de l'euro. C'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, dans le souverainisme, on retrouve c'est un peu une auberge espagnole, on retrouve un peu tout et son contraire, parce que finalement, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Voilà, c'est ça, en fait, l'objection de gauche par rapport à ça. Je suis absolument d'accord, et il ne m'a pas échappé que dans l'intervalle, là, depuis les Gilets jaunes à aujourd'hui, beaucoup de gens qui se revendiquaient du souverainisme n'ont pas tout à fait atterri à gauche. Voilà. Voilà. J'ai bien vu. Correction, il ne partait pas de la gauche non plus. Hein. Oui, c'est le souverainisme de droite souvent qui dérive de plus en plus à droite. On peut prendre des exemples. Philippot, Dupont-Aignan, Génération Frexit très récemment. Il y aurait toute une histoire à écrire. Le leader vient de passer au Rassemblement national. Absolument, il y aurait toute une histoire à écrire sur la matrice chevènementiste. Et je parle vraiment peut-être du meilleur aspect du souverainisme qui était à gauche, plutôt le chevènementisme. Et donc je prends quand même un référent respectable. Chevènement, c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe qui, notamment intellectuellement. Mais il faudrait voir de quoi le chevènementisme a été la matrice intellectuellement et politiquement. C'était pas non plus terrible. En réalité, même en 2002, quand je me souviens, suivi la campagne de Chevènement en tant que journaliste. C'était déjà l'auberge espagnole et c'était déjà un composite en train de muter. Tu veux dire que ça s'est dénaturé très très vite? Non, mais à la rigueur, tu vas dans mon sens. Qui a révélé sa vraie nature. Tu vas dans mon sens. Absolument. En tout cas, la suite, elle l'a révélé spectaculairement. Pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a quand même quelques cas. Andrea Kotorak, par exemple, qui est passé de LFI au RN via la question. Mais en fait, alors, est-ce que pour toi, ça reste quand même une position politique stable, porteuse, intéressante? Bon, là, on a cité que des gens qui ont dérivé. On pourrait citer le meilleur d'entre tous, qui milite pour le souverainisme inclusif, c'est Emmanuel Todd, dont tu te réclames aussi fréquemment, qui lui n'a pas dérivé et ne dérivera pas. Est-ce que cette position, politiquement, elle reste féconde pour toi? Alors, je pense que, déjà qu'on soit clair, on est d'accord, pour moi, la sortie de l'euro, de la rupture avec les règles de l'Union européenne, c'est un moyen de parvenir à une société beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens, leur donner de bonnes conditions de travail, de bons salaires, je veux dire qu'il y ait une sécurité. Encore une fois, l'idée de garantie économique générale, voilà quel est mon horizon. Je me permets juste de m'assiser, parce que moi, je ne dirais pas que c'est un moyen. Je dirais que c'est peut-être une condition nécessaire, oui, c'est ça, mais absolument pas suffisante. Absolument. Voilà, quand tu dis moyen, on dirait presque oui, du coup, on l'obtiendra. Ah oui, non, c'est un des moyens, mais c'est un préalable, mais alors franchement, ça ne suffira pas du tout à faire la chose. Mais absolument. C'est ça le débat, en fait. Mais on est absolument d'accord là-dessus. Et après, du point de vue stratégique, en fait, moi, je suis assez d'accord sur le fait que, la gauche, aujourd'hui, de rupture incarnée par la France insoumise, que publiquement, elle ne mette pas trop cette question-là en avant. Oui, je le comprends. Dans l'état du débat actuel et de ce que les gens ont à l'esprit, de la propagande qui est faite dans les médias, où c'est la stratégie de la panique, du chaos, de la terreur, je comprends. Et Mélenchon, en fait, il utilisait cette formule. Il disait, mais quand même, il y a au moins la moitié de mon programme qui n'est pas compatible avec les règles de l'Union européenne. Donc, il le plaçait pendant la campagne de 2022. Il le disait. Moi, je comprends qu'il ait pu aller beaucoup plus loin. Donc, c'est pas à lui que je reproche, en fait, en tout cas dans ses discours sur les plateaux. C'est bien indulgent. Non, mais ce serait plus... je vois bien l'état des débats au sein de la France insoumise et de la gauche en général. Cette question-là n'est plus abordée, ou très très rarement. Et donc, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est que dans les discours... Pourquoi, je me permets de reposer la question. En plus, c'est les 20 ans cette année du non au TCE. Pourquoi est-ce que la question a à ce point reflué, notamment à gauche? Elle était majoritaire à gauche. Oui,
En fait, moi, je peux comprendre que quand, en termes de stratégie de communication politique, on soit un peu contraint, effectivement, de passer cette question-là un petit peu moins sur le devant de la scène, parce que c'est compliqué, et parce qu'en fait, vous arrivez sur des... Enfin, je me mets à la place des gens, on arrive sur un plateau télé, il y a 4 personnes autour de nous qui sont enragées, et j'ai en mémoire Emmanuel Todd qui passe chez Ruquier dans... c'était On n'est pas couché, je crois. Ça s'appelait comme ça, ouais. Voilà, qui a affaire à Romain Goupil et Adèle Van Riet, qui explique que l'euro, effectivement, ça fonctionne pas, qu'il n'y a que en France qu'en fait on l'a pas compris, mais que je veux dire tout ça est acté par les intellectuels, etc. Et on le prend pour un fou, et on le fait passer un peu pour le fou du bus qui a une obsession comme ça, qui a une marotte, qui s'est dit oui tiens moi j'aime pas l'euro. Et franchement le dispositif produit son effet. J'ai quand même une objection à ça, François, c'est qu'il y a d'autres terrains sur lesquels LFI se retrouve en opposition à l'ensemble du champ politique. La question de l'islamophobie, par exemple. On est depuis 20 ans dans une société quasiment entièrement islamophobe, où sur tous les plateaux de télé, à droite comme à gauche, on nous explique que le musulman est responsable de tous les maux français. Et pourtant, LFI fait le boulot sur cette question. Ben oui, mais c'est parce que je pense que... Enfin là, je ne veux pas parler à la place des LFI, mais je pense qu'ils considèrent qu'ils ont... Ça fait partie de leur stratégie électorale pour le coup. Et ils ont un électorat à gagner sur ce terrain-là, alors que sur le plan de l'Union européenne, ils se disent bon, ils n'ont pas grand-chose à gagner, quoi. Moi, je suis vraiment toujours vraiment œcuménique parce que je suis d'accord avec vous deux. Enfin, vous avez parfaitement ressaisi la vérité à vous deux. C'est-à-dire que oui, moi, je me faisais la même remarque sur la Palestine. Ils lâchent rien. Ils en ont rien à foutre d'être soumis à des plateaux hyper agressifs qui les mitraillent dans la gueule pendant des heures et des heures. Et donc, quand ils veulent tenir une position, ils n'ont jamais peur de la tenir. Donc, s'ils ne tiennent pas la position, s'ils n'ont pas tenu la position, disons, de sortie, de Frexit, appelons ça comme ça, finalement, en oubliant peut-être la référence au Brexit, parce que voilà, il faudrait trouver peut-être un autre mot, mais peu importe. C'est parce qu'en fait, peut-être qu'ils n'y tiennent pas plus que ça, mais surtout parce que, effectivement, là où ils font le calcul électoral que d'être vraiment, de cette saisie à bras-le-corps de la question palestinienne, de la tragédie palestinienne du moment, était sans doute sincère, mais aussi un bon calcul électoral, c'est le calcul qu'ils font. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par là. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à accorder du crédit à des partis politiques qui sont des machines à essayer de se présenter aux élections et éventuellement à les gagner. Bon, moi, je pense qu'au bout du compte, d'ailleurs, ils auront le déshonneur et la guerre, ils auront le déshonneur et la défaite, parce qu'ils auront renié ce qui était un aspect de leur corpus intellectuel qui était vraiment très, très estimable, à savoir précisément la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, l'une et l'autre, l'une puis l'autre. Et ils l'ont renié à titre de stratégie électorale parce qu'effectivement, c'est compliqué. Ça, encore une fois, on vit quand même... Moi, je dis souvent que les meilleurs propagandistes du système, c'est le système lui-même. Et en fait, qu'on soit plus ou moins dubitatif vis-à-vis de la construction européenne et de la façon dont elle nous a mis dedans, on vit quand même dedans depuis... des décennies, et avec une grosse accélération depuis notamment le passage à la monnaie unique. Et d'une certaine manière, les faits font propagande d'elles-mêmes. C'est-à-dire que l'ordre social est toujours un très très bon propagandiste lui-même, et que finalement l'euro c'est un peu le bain dans lequel nous baignons, et donc nous sommes tous pro-euro factuellement. Et il faut vraiment un effort théorique, un effort analytique énorme pour s'extirper de ce dont nous subissons la propagande nuit et jour, ou jour après jour, ne serait-ce qu'en utilisant des euros. Je parle de choses très très simples, qui font qu'effectivement, si tu te présentes devant le peuple, devant un corps électoral en disant « en fait, on va sortir de l'euro », tout de suite, c'est interprété comme quelque chose d'extrêmement hasardeux, aventureux, voilà. Et donc, effectivement, les machines à gagner les élections, qui sont factuellement des machines à les perdre, à savoir les insoumis, ne reviendront jamais là-dessus. Donc en fait, encore une fois, je trouve que c'est pas une bonne photographie de ce qu'est l'état de la gauche par rapport à cette question-là que d'écouter la thèse des insoumis. Moi vraiment, en tout cas parmi mes amis, les gens que je croise dans des cercles plus ou moins militants ou des cercles plus ou moins politisés, il va sans dire qu'il va falloir se débarrasser de cette tutelle européenne qui nous a foutus dedans, oui, et qui surtout entraîne, comme tu l'as très très bien démontré, un moins-disant social. C'est-à-dire qu'il est une machine quand même à détruire le système à peu près équitable social dont on s'est doté, notamment depuis l'après-guerre. Moi, j'ajouterais, je suis d'accord avec tout ça. En fait, la seule chose, c'est que je vois dans les satellites de la gauche, sur Twitch, sur YouTube, etc., cette question-là, je ne la vois pas trop abordée. Oui. Et en fait, c'est ça, moi, qui me pose problème. C'est que les influenceurs, par exemple, qui ont un certain, qui montent et qui ont un certain poids pour essayer de conscientiser les esprits, d'élever le niveau de conscience,
Eh bien, La très souvent, plupart cette sont- question passe à l'as. La plupart sont alignés sur le programme de LFI. Ben, c'est peut-être ça. Eh oui. C'est ça. le Mais j'y problème. pensais aussi. Bah oui, oui. Il y a une espèce en ce moment Je veux dire qu'on est à peu près un des seuls d'hégémonie. lieux à Ouais. poser la question Ouais, ouais, de l'euro. Après, il y aura une raison peut-être un peu plus reluisante, qui d'ailleurs irait dans le sens de ce que disait à peu près Lordon dans la fameuse soirée que vous avez partagée, à savoir que ce ne serait pas un défaut de radicalité que de rogner ou de revenir sur la radicalité qui consisterait à vouloir sortir de l'euro. Ce serait au contraire par une poussée de radicalité. C'est à peu près ce que disait Lordon ce soir-là, à savoir, comment dire, le capitalisme est tellement hégémonique, il est tellement mondialisé que la petite scène européenne devient presque dérisoire dans le rapport de force qu'on aurait à prendre. Alors évidemment, moi je ne dis pas que je tranche le débat, mais ça serait une façon quand même, si tu veux, de rendre un peu plus honorable Oui. le relatif silence, et tu fais bien de le constater, disons, de la gauche militante ou de la gauche active sur cette question-là, comme si, disons, la ligne de front n'était tellement plus celle-là. Alors, en effet, et pour avancer un petit peu dans la discussion, dégâts collatéraux du fait d'avoir abandonné cette question de la part de la gauche, c'était aussi un moyen de s'adresser à la classe ouvrière, qui est très hostile, qui est majoritairement hostile à l'Union européenne et à l'euro. On sait que l'idée de comment unir les tours et les bourgs, les racisés et les petits blancs, ça a été la grande question de l'année, du Parti des Indigènes de la République jusqu'à François Ruffin. Est-ce que c'est encore possible, à tes yeux, à vos yeux, et est-ce que c'est l'enjeu le plus important ? Pour moi, c'est l'un des enjeux les plus importants sur le plan électoral, je veux dire, en termes de stratégie politique, voilà. Ça, c'est certain que si on abandonne les 30% qui aujourd'hui votent pour le Rassemblement national à leur sort et qu'on dit, nous, on veut pas de vous parce que vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas bon, oui, je vois pas comment on gagne les élections, et puis je vois pas surtout, une fois qu'on arrive au pouvoir, comment on fait pour mener un vrai rapport de force avec les classes dominantes. Parce que moi, je considère pas que quand on gagne l'élection, on a fini le travail, hein. Ça ne fait que commencer après. Après, il faudra des manifs, des grèves, et il faudra un mouvement puissant. Donc, évidemment qu'il faudra une partie, en tout cas, de l'électorat du Rassemblement national. Et oui, moi, je suis assez consterné, en réalité, par une partie de la gauche qui peut être très méprisante à l'endroit de l'électorat du Rassemblement national, très jugeante, et en plus, où elle simplifie le réel en disant c'est tous des racistes. Non, je suis désolé, il y a des racistes. Évidemment qu'il y a des gens qui votent pour des considérations racistes. Mais il n'y a pas eu non plus une poussée telle en quelques années que tout le monde s'est découvert raciste. Là, plus de 30% du pays s'est découvert vraiment raciste et indécrotablement raciste. Bien sûr qu'ils sont peut-être travailler ces gens-là par des affects racistes. Ok, je ne dis pas le contraire. Mais ils vivent aussi dans une société en déclin, ils vivent l'insécurité matérielle, ils vivent la paupérisation. Et tout ça, je veux dire, le racisme ou la xénophobie, elle prend forme, elle prend racine dans ce contexte social-là. On peut pas scinder les deux. Et on entend quand même beaucoup de gens dire « Ah on n'a jamais essayé ». Alors, je trouve que c'est certes l'argument le plus naïf, voire le plus stupide qu'on puisse donner politiquement. Mais en tout cas, moi, la conclusion que j'en tire, c'est quand même pas un énorme vote d'enthousiasme, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un vote par défaut de allez, eux, on les a diabolisés pendant des années, donc quelque part, au moins, ça doit être différent de ce qu'on connaît depuis 40 ans, donc on va essayer. Alors, petite correction, néanmoins, des spécialistes du RN de terrain, je pense notamment au photoreporter Vincent Jarousseau, auteur de l'Illusion nationale, qui connaît bien le sujet, qui fait un travail remarquable de terrain, lui nous a dit ici même sur ce plateau que c'était devenu un vote d'adhésion, le RN, et que c'était plus seulement un vote de rejet, et que ça dépassait de loin ce que qu'on gardait un petit peu une vision années 90 du vote FN-RN, mais qu'il avait profondément changé de nature. Oui, mais il y a eu un changement. Il y a eu évidemment, il y a une libération des idées racistes dans le pays. Je pense que ça n'échappe à personne. Et je veux dire, les médias Bolloré ont
bien, je veux dire, ont été la pointe avancée de ce mouvement-là, mais tout le reste du système médiatique a bien suivi. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai souvenir de Léa Salamé qui pose une question à Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Elle est la porte-parole de Zemmour hein, à ce moment-là, avec les territoires perdus de la République, etc. Oui. Enfin, voilà. Donc, il y a le mouvement, je veux dire, il est général. Maintenant, les gens, franchement, et là, je me base notamment sur mon expérience dans les Gilets jaunes. Il y avait évidemment beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, et à ce moment-là, ces gens-là, ils n'ont pas, ils n'ont pas voulu ramener la question de l'immigration et des musulmans, et je sais pas quoi, et l'identité. Elle était absente. Vraiment. Ils avaient un rapport constructif à la nation. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Pas, la France d'avant, c'était mieux avant, et puis on était quand même mieux entre blancs, etc. Il y avait en fait, c'était une énergie créative, constructive, pas de destruction, voilà, ce qui anime en fait les forces réactionnaires fondamentalement. Donc, pour moi, je pense quand même, et j'ai envie de croire, parce que de toute façon, si on dit ils sont racistes, et fondamentalement, on peut rien faire, ils seront indécrotablement racistes. Bon, on a perdu. Je veux dire, autant moi j'arrête, je rentre chez moi et puis voilà, c'est fini. Bon, Ce qu'il y a, c'est que moi, il m'arrive d'être traversé par ça, par ce par quoi tu viens de finir. Ouais, c'est comme ça. Je veux dire, on a le droit d'être pessimiste de temps en temps. Moi, j'ai des accès de pessimisme. Donc, il m'arrive de me dire qu'effectivement, il n'y a rien à faire. Et qu'il y aura un moment fasciste et il y aura un moment fasciste. Bon, et puis peut-être le lendemain, si je suis mieux luné, si l'équipe d'Espagne a gagné la veille, voilà, plein de choses comme ça, si j'ai bien mangé, je serai un peu plus optimiste. Mais si je reprends, tu vois, le commentaire que tu fais de ce fameux argument qui est effectivement le plus faible du monde, à savoir, on n'a jamais essayé, donc essayons. Ce à quoi il faudrait immédiatement répondre, on n'a non plus jamais essayé l'anarchisme, donc je te propose, si ton truc c'est d'essayer les trucs que tu n'as jamais essayé, commence par faire du saut à l'élastique, de l'anarchisme, et peut-être que voilà. Donc évidemment que c'est nul comme argument, et c'est tellement nul, mais qu'à mon avis, ça cache quelque chose, c'est l'écrin, ou c'est la version un petit peu avouable de quelque chose qui est moins avouable encore pour pas mal de gens, parce que ça c'est beaucoup décomplexé, mais quand même un peu, c'est non, moi je vote Front National, Rassemblement National, parce que je suis raciste. Et parce que c'est un parti raciste, et que je veux avoir un grand moment raciste, un moment dans ma vie, qui sera un grand shoot de racisme collectif et de décomplexion. Moi je pense que c'est quand même ça qui est au travail. Donc si effectivement on a affaire à une telle puissance de l'affect raciste, alors oui, effectivement, je serais plutôt du côté du pessimisme, dans la mesure où je me dis, il faut bien que ce moment ait lieu. Il faut qu'il y ait un moment où faut que ce truc sorte. Il faut qu'il y ait un moment comme ça. Ça sera un moment très difficile à passer, et pas pour moi. Ce sera un moment très difficile à passer pour les racisés. Et puis pour tout un tas d'autres minorités, d'ailleurs. Et pas pour moi. Peut-être éventuellement comme intellectuel gaucho, etc. Je passerai un mauvais moment. Ce serait pas un super moment pour nous. Oui, sans doute. Bon, un peu de prison fait jamais de mal à la légende. Non, mais plus sérieusement, bon voilà. Et c'est pour ça que quel est le sentiment à gauche en ce moment par rapport à ça ? Je ne veux pas toujours être le porte-parole de la gauche, et surtout pas, je ne veux pas passer pour les types qui défendent tout le temps la gauche en disant mais non, en fait, on est vachement mieux que ce que tu dis. C'est pas ça que je veux dire, mais en fait, les choses ont un peu changé par rapport à l'électeur du Rassemblement national. Ce qu'on entend beaucoup, et d'ailleurs, preuve en est la vogue de la question de l'année que rappelait Aude, à savoir les tours, les bourgs, les beaufs, les barbares, tout ça. De plus en plus à gauche, il y a quand même l'idée que précisément, il faut savoir respecter les électeurs du RN, il faut savoir leur parler, exactement ce que tu dis, quoi. On arrête avec le mépris. Oui, ils sont racistes, mais en fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, peut-être remettre la question sociale au centre, etc., etc. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois, par rapport à il y a 10 ou 15 ans. À la rigueur, c'est plutôt les intellectuels organiques ou les éditorialistes du centre-gauche, les bien-pensants du centre-gauche qui en sont restés, eux, aux années 90, à savoir, ah là là, le Rassemblement national, ah là là, les heures les plus sombres de notre histoire, blablabla. C'est eux qui sont toujours en boucle sur ces refrains, tout en d'ailleurs participant eux-mêmes fondamentalement à l'islamophobie en cours. Mais donc, si tu veux, je pense qu'il y a quand même une bonne disposition. Et moi, c'est mon cas. Moi, si tu veux, tu parlais par exemple de pardon à un moment dans ton intervention, sur la même soirée toujours. Moi, c'est même pas une question de pardon ou pas de pardon. Je veux dire, t'es raciste, t'es requis par les affects racistes. Moi, je vais pas te juger. Politiquement, ça reviendra à quoi d'aller juger un raciste ? Bon, il est raciste, je le regrette pour lui. Puis je le regrette surtout sur les victimes que ça pourrait occasionner. Mais c'est pas trop le sujet. Donc moi, je veux dire, je veux bien effacer l'ardoise du racisme. Simplement, en fait, mon doute,
c'est qu'eux-mêmes veuillent bien l'effacer, l'ardoise du racisme. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un moment raciste. Je suis désolé, très pessimiste de ce point de vue-là, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Et si on finit sur, effectivement, ce que tu as constaté, ce qu'on a tous constaté au sein des Gilets jaunes, toi peut-être, en tout cas, encore plus en première ligne que quelqu'un comme moi, mais j'ai pu le constater. Pourquoi est-ce que la partie des gens qui étaient les plus actifs parmi les Gilets jaunes n'ont pas mis en avant ce qui pouvait être leur éventuelle appartenance, ou en tout cas leur vote Rassemblement national ou Front national à l'époque, et peut-être même leur racisme tout court, dans le mouvement même des Gilets jaunes? Mais parce que c'était un mouvement. Et tu disais et qu'il s'agissait de faire des choses. Et ça a toujours été le pari de la gauche par rapport aux classes populaires. C'est-à-dire que embarquons les classes populaires dans des actions, dans des situations. Et dans ce cas-là, effectivement, comme on ne peut pas donner un débouché immédiat à du racisme, qu'est-ce qu'ils auraient dit, les pauvres gilets jaunes racistes? Ils auraient dit quoi? Ce qu'on va préconiser comme mesure, c'est de virer les Arabes. Ben non, ils savaient bien qu'étant pris dans une logique concrète et les mains dans la situation, ils se sont donné d'autres débouchés politiques qui, comme par hasard, les ont un peu gauchis. Parce que je pense que dès que tu mets le peuple, les classes populaires dans une situation active, ça gauchit immédiatement les débats. Ça, c'est vraiment plutôt un constat optimiste que je fais. Mais puisque nous parlons de quoi là nous parlons de la scène électorale, dont j'ai toujours dit que je la détestais pour une raison simple, c'est qu'elle n'est précisément pas une situation. La scène électorale est une scène où le peuple ne fait rien. Il n'est pas dans une situation d'agir. Il ne réagit pas à une situation précise qui serait la sienne. Il vote abstraitement pour des gens, pour des noms et des vagues idées qui ont été énoncées dans des tribunes où tout le monde ment. Et donc c'est pour ça que ça, je le disais dans mon petit livre sur le dispositif électoral, il ne faut pas s'étonner des performances électorales extraordinaires de l'extrême droite croissante depuis 50 ans dans tous les pays d'Europe et dans des pays aussi du monde. Je pense que le dispositif électoral facilite le vote Rassemblement national, ne serait-ce que parce qu'il permet à peu de frais d'exprimer du racisme sans en subir les conséquences, puisque c'est anonyme. Et puisque, voilà. Donc, moi, je serais... La seule chose que moi je dirais aux électeurs du Front national, c'est pas je te pardonne ou en fait je te méprise pas. Pour moi, c'est pas trop le sujet. C'est de dire soit tu t'embarques avec moi dans des situations réelles de combat. Et dans ce cas-là, on pourra vraiment s'entendre, on arrivera à trouver des accommodements comme ça s'est trouvé entre gens de droite et de gauche au sein des Gilets jaunes, soit on reste sur la scène électorale, et dans ce cas-là, on n'a vraiment rien à se dire. On n'a vraiment rien à se dire parce que tu as vraiment envie, toi tu as envie d'aller crier, on est chez nous dans des meetings, et d'applaudir Bardella que tu trouves beau, intelligent et magnifique, et vraiment qui est la voix de la raison raciste. Ils ont besoin de ça, donc voilà, moi je pense que la seule façon de créer quelque chose entre les tours et les bourgs, pour reprendre cette expression un peu d'ailleurs malencontreuse, une espèce de rime pauvre, c'est de créer des situations. Mais sur la scène électorale, c'est mort. Je ne suis pas aussi pessimiste, je n'exclus pas l'hypothèse pessimiste. C'est-à-dire que je suis quand même réaliste, je vois bien ce qui est à l'œuvre. Mais je pense que... alors je suis absolument d'accord sur la question de la lutte, oui, je l'ai vécu, donc ça, je suis d'accord. C'est vraiment bien placé pour te rendre compte. Mais sur la scène électorale, je pense quand même que la gauche, et là clairement en disant les choses, la France insoumise pourrait avoir une attitude et un discours qui soit beaucoup plus percutant et, je dirais, efficace pour quand même essayer de s'adresser à une partie de l'électorat du Rassemblement national. Parce que je vois déjà, quand on refuse de voter des motions de censure avec le Rassemblement national, parce que c'est le Rassemblement national qui a proposé la motion de censure sur la réforme des retraites ou sur la censure du gouvernement. Ouais, mais ça... Bon... Voilà. C'est des petits jeux électoraux. Et oui, mais c'est des petits trucs, mais en fait, après, ça tire des balles dans le pied. Voilà, donc en fait, et pour moi, ça dit quelque chose quand même un peu de mépris parfois de classe ou sociologique, je dirais, ou surtout, on ne va pas se mélanger avec le Rassemblement national. Bon. Faites ce qu'il faut pour les gens, en toutes circonstances. Voilà. Et la boussole, c'est ça. Et donc, si c'est un jeu institutionnel, s'il faut s'allier avec le Rassemblement national, ils l'ont bien fait pour faire tomber le gouvernement Barnier. Donc, bon, voilà. Mais après, il y a aussi le discours. Je veux dire, le discours, on voit bien, de toute façon, Mélenchon l'a dit, qu'il abandonnait. Il l'a assumé. Et du coup, on voit bien que le discours n'est plus du tout construit pour essayer de capter cet électorat-là, de les convaincre de revenir, de voter à gauche. Et notamment, pour moi, le discours, il est toujours, ça passe, oui, c'est les gens souvent, c'est le travail, il faut valoriser le travail, etc.
Mais la gauche a un boulevard pour avoir un discours pour valoriser le travail en disant bah oui, le travail c'est essentiel parce que c'est un moyen de se réaliser, etc. Mais il faut des bonnes conditions de travail, le respect des droits des salariés, etc. Enfin, en fait, c'est les patrons et les libéraux qui sont pas du tout pour le travail, ils sont pour l'exploitation. Bon, donc pour moi, c'est des choses assez faciles en fait à mettre en place. Ça suffirait? Non, je dis pas, je prétends pas que ça suffirait. Je dirais juste, c'est simplement un regret et un peu parfois de la frustration de dire mais ça coûterait quand même pas grand-chose de construire un discours pour s'adresser à l'électorat du Rassemblement national, en tout cas une partie d'entre eux. Peut-être que ça marcherait pas, mais au moins on aurait tout fait. Ce que tu viens de décrire, François, c'est exactement la stratégie de François Ruffin. Quand il publie « Je vous écris du front de la Somme », remettre le travail au cœur. Là-dessus, moi, je suis d'accord avec François Ruffin. C'est sur ces alliances potentielles. Il se fait traiter. Non, c'était avant qu'il sorte de LFI. Et il se fait traiter par des députés LFI de fascistes sur les réseaux sociaux. Oui, c'était pas pour l'histoire de travail. Si, là je reviens sur... Le fascisme? Oui, c'est au moment où il sort son livre sur le travail, Je vous écris du front de la Somme, on est bien avant les événements de la fête de l'UMA l'été dernier. Absolument. Il s'était fait... Parce que travail, famille, patrie, donc la valeur travail, c'est voilà. Absolument, sarkozysme rampant, etc. Mais après, je pense qu'il y a quand même une confusion. Si on veut s'arrêter 2 minutes sur ces histoires de travail pour un peu apaiser les choses, c'est pas du tout pour... donner quelques crédits aux gens qui se sont précipités contre François Ruffin, le troisième François vraiment important dans le monde, avec nous deux, quoi. Donc tous les gens importants s'appellent François, pratiquement. C'est quand même bizarre de le constater. Hein. Il y a des exceptions. Donc François Hollande, je ne connais pas ce monsieur. François, pour moi, son prénom a toujours été Hollande, d'ailleurs. Non, sur le travail, soyez un peu simple. Moi, j'ai toujours eu une petite réticence à ériger le travail en valeur parce que je trouve que c'est une abstraction. Il va sans dire que nous vivons dans une société où il faut en passer par l'employabilité pour pouvoir gagner sa vie. Et donc, défendre les classes populaires, c'est faire en sorte, dans cette société, que, ils puissent être employables, que ces gens puissent briguer un emploi, de sorte qu'ils puissent vivre dignement. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Bon. Où peut se mettre en place une petite réticence à ériger le travail en valeur, c'est que, premièrement, on pourrait peut-être envisager une autre société. On pourrait aussi rêvasser à une société où l'emploi ne sera pas au cœur du dispositif. Oui, moi j'aime assez, c'est des rêveries, hein, mais j'aime assez que la gauche maintienne ce genre de rêveries, j'aime assez que des livres se soient écrits qui s'appelaient Droit à la paresse, ou Éloge du rien faire, ou Sortir du travail. C'est quand même intéressant aussi, parce que le travail, c'est ce qui me fait gagner ma vie, c'est parfois ce qui me donne un peu de dignité, un peu de stabilité sociale, un peu d'estime de moi-même. Tout ça, je ne le néglige pas, et on le voit concrètement, notamment dans les classes populaires, mais c'est aussi ce qui m'éreinte, ce qui me rend malade, ce qui m'opprime, ce qui m'occupe quand même une partie de ma vie, mais beaucoup trop conséquente, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on aurait à vivre, nous les êtres humains. On travaille beaucoup trop. Bon, donc voilà, soyons un peu calmes sur cette affaire de travail, parce qu'au bout du compte, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord, sauf les gens qui ne réfléchissent que par connotation. François Ruffin défend le travail, Pétain travaille, donc Ruffin égale Pétain. Mais ces gens-là sont des guignols, enfin, je veux dire, ne leur accorde même pas un début de légitimité. Moi, après, sur ce que tu disais, le point précédent, à savoir... on tourne autour d'un point sur lequel d'ailleurs on a aussi beaucoup débattu avec Kevin Boucau-Victoire, avec qui j'ai débattu là dans l'explication précédente. Et c'est toujours un peu le même truc, c'est-à-dire que j'entends toujours ce truc, il faut savoir leur parler. Bon, moi si c'est pour réhabiliter le travail auprès de gens qui ont besoin du travail pour vivre, moi je vous suis, il n'y a aucun problème. Hein, et je crois d'ailleurs que globalement les insoumis ne sont pas très très éloignés de cette position-là, quoi. Bon, de la dignité du travail et de la nécessité que des gens puissent gagner leur vie dignement. Bon, très bien. Mais non, je pense qu'en fait on tourne toujours autour du point R. Non pas le point Godwin, mais le point R, c'est le point raciste. Je veux dire, en fait, donc la vraie question c'est toujours la même. Comment parler à des gens qui sont principalement requis par l'affect raciste, de sorte qu'on puisse parler à cet affect raciste pour le ramener dans l'escarcelle de gauche. En fait, c'est ça le point. Et j'ai déjà dit ce que j'en pensais à Kevin. Moi, je ne vois pas de possibilité de le faire. Je ne comprends pas comment je pourrais tourner ma parole, si j'étais un leader de gauche, pour pouvoir à la fois prendre acte de l'affect raciste d'un prolo d'extrême droite, pour
aiguiller cet affect raciste vers la gauche. Je ne vois vraiment pas. Parce que, évidemment, il y aura toujours le truc, non, mais ton vrai ennemi, c'est pas l'arabe, c'est ton patron. Oui, mais dans ce cas-là, je n'ai pas parlé à son affect raciste si je dis ça. C'est très condescendant de dire ça à quelqu'un qui est raciste. C'est de dire, en fait, tu te trompes sur tes propres affects. Et en fait, on voit bien que ça marche pas. Tu auras beau répéter 5000 fois à un prolo. La fausse conscience. Ça existe, sauf qu'en fait, ça marche pas dans la discussion. Parce que précisément, la fausse conscience, elle est puissante. Elle est très, très puissante. Parce qu'il y a des fausses consciences, mais il y a des vrais affects. Comme tu le disais tout à l'heure, dans l'action collective, ça. Cet affect peut. Mais moi, c'est pour ça que je crois à l'action et je crois pas à la parole. C'est-à-dire que parler à ces gens, je vois pas comment. En tout cas, parler dans les termes que je viens de dire, avec les enjeux que je viens de dire, je ne vois vraiment pas comment, parce que donc en fait, la seule chose qu'on a trouvée, c'est effectivement de dire, en fait, non, mais en fait, tu te trompes sur le racisme, en fait, ton vrai ennemi, oui, mais sauf qu'en fait, ils y tiennent tellement à leur racisme qu'en fait, ça n'est jamais convaincu. Je veux dire, fondamentalement, les prolos sont pas cons, quoi. Les prolos, ils savent, quand tu leur dis finalement, tu te fais autant exploiter par le capitalisme que par les Arabes, enfin, tu te fais autant emmerder par le capitalisme que par les Arabes, mais même en fait beaucoup plus, globalement, ils sont tous d'accord, mais ils vont te dire, ouais, mais désolé, moi, quand même, il y a un moment, les Arabes, j'ai envie, un moment, de régler mon compte avec eux. C'est quand même à ça qu'on a affaire, hein. Pardon de mettre les pieds dans le plat et de parler crûment, mais moi, en ce moment, toute une partie de la gauche, justement, prend en considération des beaufs, ce qu'on appelle des beaufs, comme ça, pour aller vite. Bon, très bien, moi, ça me va. Mais moi, quand je les écoute, les intellectuels de gauche qui disent non, mais les beaufs, il faut savoir les écouter, moi, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas les beaufs, hein. Et ils en ont jamais rencontré. Hein. Parce que moi, j'en ai croisé un certain nombre dans ma vie, j'en ai dans ma famille. Je veux dire, j'ai même grandi un peu, peut-être pas parmi des beaufs, mais enfin, quand même, il y avait quand même une bonne ambiance beauf ici ou là dans ma famille. Moi, je les connais. Hein. Et j'ai jamais réussi à les déplacer. Et j'ai jamais, notamment, réussi à les déplacer de leur racisme. Et Dieu sait si pourtant, je suis un bon rhéteur. Hein. Non, j'ai rien pu faire avec tonton Michel ou mon beau-frère, d'ailleurs. Mon beau-frère strict. François, est-ce que tu crois encore à la force de conviction, au pouvoir de la parole, sur ces affaires de racisme, sur ces affaires d'instrumentalisation des musulmans dans le débat public? Il y a des circonstances historiques, il y a les forces qui sont structurelles qui sont là, c'est des mouvements quand même qui viennent de loin, donc la puissance des discours, j'ai du mal à l'évaluer, mais simplement, je voudrais juste qu'on puisse se dire on a fait tout ce qu'on a pu. Moi, c'est ça mon credo, en fait. Bon, maintenant, il y a quand même une chose sur laquelle, et là, c'est une vraie position, pas seulement des mots, c'est sur l'immigration. C'est que moi, je pense, évidemment, il ne s'agit pas d'en faire le cheval de bataille, hein. Jamais, c'est pas ça. Mais avoir une position qui dirait, oui, là, on a 6 millions de chômeurs, on a une machine économique qui est en panne, donc est-ce que l'immigration, là, on ne pourrait pas essayer, effectivement, pour un temps en tout cas, d'avoir moins d'immigration ? Évidemment, c'est un sujet, c'est pas pour l'ouvrir et traiter de ce sujet-là, mais il faudrait le prendre de manière humaniste, au sens où il faudrait arrêter de faire des guerres illégales, il faudrait arrêter les accords commerciaux déséquilibrés, etc., etc. Bon, mais de dire, oui, on comprend que là, effectivement, il y a eu beaucoup d'immigration qu'on n'a pas réussi à intégrer, on a laissé beaucoup de gens comme ça, je veux dire, désœuvrés, et donc c'est l'intérêt de personne, ni des gens qu'on accueille dans ces conditions-là, ni du coup des gens qui sont déjà là. Mais tenir ce discours-là, ensuite en disant, mais alors en revanche, on sera intransigeant sur les Français, et qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, athées, ce que vous voulez, mais les Français, donc les personnes qui sont de nationalité française, ça c'est la communauté nationale politique, et là, je veux dire, il n'y a aucune discrimination possible au sein de la communauté nationale. Bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est trop fin, peut-être que c'est trop idéaliste, mais en tout cas, pour moi, ça me paraît sensé et entendable comme discours de dire, oui, peut-être qu'effectivement, là, sur l'immigration, elle a augmenté sous Macron, l'immigration concrètement. Je souligne quand même, François, que c'est déjà la position du Front National, du Rassemblement National. Oui, oui, sauf qu'on voit bien... Mais c'est le discours officiel. Pour Marine Le Pen, il n'y a pas de Français de papier et tous ceux qui sont français sont vraiment français. Oui, mais sauf qu'en fait, on sait très bien que quand elle stigmatise les prières de rue des musulmans... on le sait, mais ça n'est pas dit. Oui, mais en fait, c'est la grande hypocrisie du rapport Rassemblement National. C'est qu'en fait, quand elle parle des immigrés, on sait qu'elle parle des musulmans français. En tout cas, que les musulmans français sont visés dans le discours. Et les gens qui votent ont bien envie qu'effectivement, on s'en prenne aux musulmans français. Je veux dire, c'est pas seulement les personnes de nationalité étrangère. Donc, mettre un discours extrêmement clair pour distinguer
bien distinguer les deux, et c'est l'idée du souverainisme inclusif de Todd, hein. C'est de dire qu'on ne fera pas de projet de société sans les musulmans français. Ça c'est strictement impossible, et qu'on va aller à la désintégration du pays. Donc mettre les pieds dans le plat, et peut-être que ça pourrait être une stratégie qui pourrait porter ses fruits. Parce qu'au moins, les gens, peut-être, ces gens-là, auraient le sentiment qu'ils sont entendus. Bon, alors peut-être que la solution, après, les satisferait pas, parce que finalement, ce qu'ils veulent, c'est taper sur les musulmans français. Mais peut-être que ça pourrait fonctionner. Bah, écoute, moi, j'ai pas de position fétichiste ou anti-fétichiste sur ces questions-là. Bon, je suis tout simplement convaincu que, comme disait l'autre à propos d'autres circonstances, les gens préféreront toujours l'original à la copie. Et que si la gauche se met à intégrer, à mettre un tout petit peu d'eau dans son vin, c'est-à-dire de discours un peu sur l'immigration, un peu plus comme ça, un peu plus ferme, comme on dit, discours de fermeté, disent-ils toujours, pour dire en gros leur discours fasciste, quoi. Bon, enfin, en tout cas, alors, elle perdra sur tous les tableaux. Elle aura mis de l'eau dans son vin, dans sa rigueur conceptuelle et sa rigueur morale, en frayant quand même avec un truc qui est toujours un peu à la limite du crado quand même, tu vois, voilà. Et en fait, elle n'en aura aucun bénéfice électoral, ou en tout cas bénéfice de puissance électorale, moi je m'en fous. Donc, franchement, je me dis, moi, puisque vraiment j'ai l'impression que tactiquement ça ne servira à rien, et que le prolo blanc qui a décidé que son truc c'était le racisme, ou en tout cas sa répulsion de l'immigration, etc., il a trouvé quand même une famille qui le contente absolument. Il a trouvé un mari ou une épouse qui sexuellement le contente absolument, de sorte qu'il n'a pas besoin d'aller voir un amant ou une maîtresse qui s'appellerait les insoumis, qui se mettrait à dire « Oh non, mais c'est vrai que l'immigration, il serait temps d'être un peu plus ferme. » Moi, je pense qu'en fait, ça gagnera rien. Et alors après, plus sur le fond, ouais, là, quand même, sans être béatement internationaliste ou transnational ou non frontiériste, moi, je suis c'est des trucs trop abstraits pour que j'y adhère, mais si tu veux, pardon, mais j'aurais toujours du mal à créer, à considérer qu'un papier d'identité fasse la discrimination, au sens que la distinction entre deux prolétaires. Et que donc je devrais appréhender avec un peu plus d'indulgence celui qui aurait les papiers, et puis un peu moins d'indulgence celui qui n'aurait pas les papiers, tout en tenant en compte des effets de réel, à savoir que beaucoup de prolétaires immigrés, de prolétaires nomades, comme dit très bellement Alain Badiou, le prolétariat nomade, je pense que c'est la vraie belle définition des choses, quoi, pour sortir de ce putain de mot d'immigré qui veut tout et rien dire, et dans lequel effectivement on met plein de choses, et c'est disons le réceptacle de plein de manipulations. Le prolétariat nomade, il y a énormément de prolétaires nomades actuellement en France, sur le territoire français, qui demandent leurs papiers depuis 5, 10 ans, parfois 15 ans, et qui ne les obtiennent pas. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Ils n'ont pas de papiers, mais en même temps, ils les demandent, mais comme ils sont demandeurs, eh bien, du coup, on va les intégrer à la communauté nationale. Oui, mais enfin, des gens vont dire, oui, c'est ça, demandeur. C'est facile de demander quand on sait qu'on les aura pas. Et on est reparti dans le merdier. Et puis surtout, j'aimerais par rapport à ce que tu disais de la situation économique, 6 millions de chômeurs, peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu comme ça le holà sur l'immigration, en tout cas, essayer d'arrêter un peu les choses. Bon, moi, je veux bien l'entendre, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, je ne connais pas de pays, d'une unité administrative politique qui n'ait pas un minimum régulé les choses et les allées et venues sur son territoire. Pourquoi pas ? Enfin, sauf que, si tu veux, ceux qui posent fondamentalement problème, je pense aux racistes actuellement en France, c'est typiquement les Français. C'est typiquement ceux qui, issus de l'immigration, sont parfaitement français. Absolument. En fait, c'est la racaille de banlieue. Absolument. C'est ça le point névralgique du vote raciste en ce moment en France, dont je pense qu'il est un vote fondamentalement raciste quand même, malgré tout. Mais c'est ça. Et donc, inversement, si vous faisiez demain, si ce soir tu passes un reportage à une heure de grande écoute, comme on disait jadis quand la télé était encore massivement regardée, sur tel type qui vient d'arriver depuis 6 mois et qui travaille dans les cuisines, qui fait la plonge au deuxième sous-sol dans un grand restaurant et qui a chaud à l'heure où je te parle, ou qui a froid l'hiver et qui de toute façon s'en sort pas, etc., et qui n'a toujours pas de papier, etc., mais celui-là serait beaucoup mieux accueilli finalement par ceux qui, en tout cas accueillis moralement et pratiquement humainement et sensiblement par les gens qui ont mis le racisme au sens de... Donc tu vois qu'en fait, cette affaire de nationalité, pas nationalité, moi je pense que c'est pas le sujet pour personne. C'est pas le sujet politique, c'est pas le sujet économique, parce que par ailleurs, le schéma que je viens de décrire, ce sont ceux-là surtout qui participent de l'effort économique.
c'est en fait l'immigration récente. L'immigration très très récente, souvent parfois illégale, en attendant de papier ou pas, et qui participe véritablement à l'effort économique. Enfin, je veux dire, on les connaît. C'est ceux qu'on fait travailler au black sur les chantiers, c'est ceux qu'on fait travailler au black un peu partout. C'est cette économie-là. En fait, l'immigration économique, c'est eux. Alors qu'en fait, ce dont on ne se dépatouillera pas, en tout cas du côté des affects d'extrême droite, c'est ce que je décrivais, c'est-à-dire c'est le type qui s'appelle Mohamed et qui est là depuis 6 générations, dont la famille est arrivée depuis 50, 60 ans. Simplement, il fout la merde, je sais pas où ça, et puis de toute façon, il pâtit d'un certain racisme. En plus, il possède l'énorme défaut d'être musulman. Alors là ça aggrave encore son cas. Et donc tu vois, en fait, moi, cette histoire de papier, je pense que c'est pas le problème. Une petite réponse, François, oui, et on va terminer sur un autre thème. C'est des débats, en fait, comment dirais-je, la gauche refuse d'entrer dans ces discussions. Et en fait, moi, c'est juste ça que je dis, c'est, en fait, elle pourrait y aller, je veux dire, pas prendre l'initiative nécessairement, mais je ne crois pas qu'on soit en difficulté, je veux dire, idéologiquement sur ça. C'est comme sur l'insécurité. Je ne sais pas pour ouvrir une énième porte, mais sur l'insécurité, oui, effectivement, il y a une insécurité, il y a des gens qui ont ce ressenti-là, et il est légitime, et on le comprend. Bon, et c'est quand même pas compliqué d'expliquer que l'insécurité, quand même, elle est largement le produit des inégalités, de la pauvreté, de quartiers qu'on a laissés à l'abandon parce qu'il n'y a plus de services publics, parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'on n'offre pas d'avenir à ces gens-là, et que forcément, quand on laisse désœuvrer comme ça des populations, oui, on va encourager la délinquance. Je veux dire, c'est quand même évident. Et je l'entends jamais, ce discours-là. Tu crois pas que la gauche ressasse ad nauseam le fait que, en fait, tout ça, c'est des conditions sociales qui ont fait qu'il y a des gens qui sont portés à la délinquance. Je crois qu'en fait, la gauche fait tout à fait le travail dans ce domaine. Et on lui répond culture de l'excuse. Oui, tout à fait. Oui, ah là là, vous expliquez, donc vous excusez. Ah là là, quelle indulgence vis-à-vis des petites racailles qui foutent la merde à l'école et ailleurs. Tu sais, en fait, le débat, il a déjà lieu. Moi, je crois qu'en fait, la gauche a raison d'ailleurs de maintenir cette position. Parce que sinon, tu dis quoi d'autre ? Si tu mets pas en avant la causalité sociale de la délinquance, tu mets en avant une causalité biologico-génétique bizarre, quoi. Absolument, mais moi je l'entends justement pas. Honnêtement, j'ai jamais entendu les représentants. Là, je parle du discours, sur les médiatiques, puisque c'est quand on passe sur les plateaux de télévision qu'on arrive à toucher potentiellement des l'électorat du Rassemblement national. Et ça, je l'entends jamais. C'est-à-dire que à chaque fois, on a l'impression qu'ils sont gênés dès qu'on arrive sur l'insécurité. Ils voudraient même dire, mais ça n'a pas augmenté que ça, etc. Enfin, ils essayent de nier le problème ou de le minimiser. Alors qu'il vaut mieux rentrer frontalement. Je crois qu'il y a toujours. Si tu veux, moi, je vais faire le gaucho comme t'aimes pas que le gaucho se comporte. Moi, ce que je mettrais en avant si je me retrouvais sur un plateau de télé sur cette question-là, d'abord, j'aurais pas peur, je me cacherais pas derrière mon petit doigt parce que c'est pas trop mon genre. Donc pourquoi pas ? Moi, je pense que le droit à rentrer chez soi sans se faire agresser est un droit universel de l'homme, des hommes et des femmes. Je veux dire, c'est même tout à fait important, quoi. Bon, et tout le monde est d'accord avec ça, je crois fondamentalement. Mais après, il y a toujours la scène politique où il y en a qui mettent en avant des trucs sécuritaires, ce qui fait que toi, tu es obligé de mettre en avant autre chose pour faire valoir quand même un autre angle de vue. Je pense que c'est quand même pas mal aussi de mettre en avant le fait que globalement, par exemple, si je prends tous les immigrés, comme on les appelle actuellement, qui n'ont pas de papier, je veux dire, mais l'immense majorité, mais l'écrasante majorité des immigrés qui n'ont pas de papier actuellement et qui travaillent en France sont pas délinquants pour une raison simple, c'est qu'ils en ont pas le temps. Tellement ils travaillent, tellement ils sont occupés à leur propre survie avant d'aller attenter à la vie d'autrui. Donc tu vois, effectivement, je viens de tenir un pauvre discours humaniste de gauche. Et effectivement, probablement qu'un électeur du RN qui est en train de m'écouter à l'heure où on se parle, enfin, ou quand ça sera diffusé, va encore se dire « Ah là là, l'angélisme de Bégodeau, c'est bien les gauchos », tu vois. Et donc, moi, je pense qu'on peut développer tous les arguments. Ouais. Moi, je serais pour qu'on développe tous les arguments. Et pour ce qui est des immigrés sans papier, on les régularise. C'est pas moi, l'ancien avocat en droit du travail, qui va dire le contraire. Tout à fait. Ça, c'est absolument évident. Bon, donc peut-être qu'on est complémentaires tous les deux. Il faut vraiment qu'on se présente tous les deux aux élections de 2027. Voilà. On vient de prendre une grande décision à QG, en exclusivité. Comment on appelle ça, une doublette, un ticket, ouais, c'est un porte. Ok. On l'appellera les François. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas l'air de t'enthousiasmer cette perspective. Si, à fond. Non, je te sens hyper chagrin. On va peut-être ne pas terminer ce débat. Je l'aimerais en tout cas sur la question de l'immigration qui mobilise beaucoup trop les antennes françaises. Très concrètement, le programme d'une vraie gauche de rupture dans un pays où actuellement
On nous fait croire que la France, c'est le paradis des aides sociales, mais en fait, c'est le paradis des super riches et des distributions de dividendes. Les 3 mesures importantes pour vous, ce serait quoi? Les premières choses à faire? Moi, mon objectif final, enfin l'une des mesures, c'est clair, c'est caper, mettre un plafond donc sur la répartition des richesses. Je crois que c'est vraiment pour moi ce qui doit être l'axe central pour mettre en gros tout le monde d'accord sur ce point-là. Enfin, tout le monde est d'accord déjà en fait. Intuitivement, spontanément avec cette idée-là. Donc je pense que c'est cette idée-là qu'il faudrait mettre en avant. Ah oui, on va aller dans le rapport de force. Mais après, on va dire, voilà l'objectif. Et après, on va tout faire pour parvenir à cet objectif-là. Et évidemment qu'il y aura des forces qui vont s'opposer, qu'il va y avoir des problèmes techniques aussi, parce qu'il y a de l'évasion fiscale, etc. Voilà. Mais au moins, voilà l'objectif. Voilà où on veut aller. C'est mettre ce plafond-là. Bon, après, 2 autres mesures. Là, comme ça, spontanément, je n'y avais pas réfléchi. Ça, je n'envisage pas de me présenter. Donc, celle-là, je pense que déjà, elle prendra 30 ans pour être exécutée. Donc, voilà. Ça se fera une vie déjà. Exactement. Parce qu'on a le ticket, mais on aimerait le programme maintenant. Alors, dans le ticket, c'est François qui s'occupe du programme. Moi, je vais dans les médias, je fais un peu le malin. Bon. Le stratège de l'ombre. Non, mais c'est un peu... Ta question, je vais répondre à quelque chose quand même, mais ta question... Là, tu gagnes du temps. Non, ouais, un peu. Mais elle a une espèce d'implicite que je ne partage pas. Mais ça ne va pas m'empêcher de jouer le jeu. L'implicite, c'est qu'en fait... L'exercice de la politique de rupture serait une histoire de programme. Mais pour moi, il ne peut pas y avoir de programme s'il n'y a pas un préalable. Là, je ne me refais pas comme anticapitaliste. Objectif. Je dirais, et je vais être trop facile, donc je vais préciser, quel serait l'acte de rupture fondamentale, ou plutôt l'horizon vers lequel orienter tous nos efforts politiques. C'est le passage dans la propriété commune, c'est-à-dire la non-propriété, de 3 domaines fondamentaux qui sont l'alimentation, l'habitat et le soin. Voilà. Moi, c'est tout. En fait, la politique ne m'intéresse que pour ça. C'est-à-dire que c'est comment les gens vivent, comment ils arrivent à survivre et où est-ce qu'ils se logent, quoi. Les droits fondamentaux, en tout cas les besoins fondamentaux de l'être humain, qui ne sont pas satisfaits pour une grande partie de l'humanité qui se trouve être la plus pauvre, en France comme ailleurs, mais peut-être un peu plus ailleurs aussi. Et que dans la mesure où on a laissé des fous furieux, les marchands, accaparer ce domaine-là et le marchandiser, il faut sortir de l'espace marchand des besoins aussi fondamentaux que ceux-là. Mais en disant ça, évidemment, je sais bien à quel point c'est pas gagné et qu'ils ne nous laisseront pas faire. Ceux qui, pour l'instant, vivent de marchandiser ces 3 domaines-là, qui sont plus que des domaines, qui sont le b.a.-ba de l'existence, ne voudront rien lâcher de leur marché, bien sûr. Donc là, on revient toujours aux affaires de rapport de force et à des affrontements nécessairement brutaux qu'il faut engager. Et je suis pas sûr, ça m'enchante pas de dire ce que je suis en train de dire, parce que moi, j'ai jamais été très passionné par la lutte armée ou ce genre de choses. Mais il faut pas se voiler la face, surtout vu l'étendue du désastre actuel. Oui, je pense simplement que... Tu as eu plus de temps pour réfléchir. Ouais. Surtout, ça me permet, j'ai matière à répondre du coup. Moi, disons que je ne le dirais pas forcément en termes de propriété commune, justement. J'ai pas trop, enfin, pour l'instant, je serais plutôt pour conserver le droit à la propriété privée. Mais en revanche, il n'y a pas que la question de la propriété. Il y a l'intervention de la puissance publique, de l'État, c'est de la réglementation, c'est des droits qu'on donne, c'est construire un pôle public qui vient concurrencer et réguler du coup le marché privé. Enfin, en fait, il y a beaucoup de moyens de réguler par la puissance publique. Tu crois encore à la régulation, tu es réformiste, quoi, toujours. Non, ça dépend. Il y a un social-démocrate de ce point de vue-là. Non, mais il y a des domaines, mais peut-être, mais il y a, enfin bon. Non, mais il y a des domaines, comment dirais-je, où oui, c'est public. C'est-à-dire, par exemple, la SNCF, c'est public. Il n'y a pas de concurrence possible. Il y a un train à un horaire donné qui passe. Hein. Donc, tu vois bien ce qu'il en advient maintenant. Eh ben, je vois, et je suis absolument contre ça là-dessus. Les monopoles naturels, je suis absolument pour les que... banques. Les banques, je serais effectivement là pour le coup, pour avoir un mix, d'avoir des banques publiques et des banques privées, une réglementation très forte du secteur privé. Mais de toute façon, à partir du moment où l'objectif, c'est de mettre le cap, enfin, le plafond de 1 à 20 sur les salaires, je veux dire, on a changé de monde. Hein, parce que les banques, les actionnaires des banques, de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maximum, ils gagneront 30 000 euros par mois. Donc, je veux dire, on changerait tout un tas de logiques, en fait, dans le secteur privé. Et pour moi, ce serait... Oui, c'est révolutionnaire, en fait. Le changement est tellement profond
qu'il est révolutionnaire en soi. Et donc, je pense que c'est une mesure, comment dirais-je, qui, encore une fois, est acceptée par énormément de gens. Et c'est déjà accepté, alors que dire aux gens, il n'y aura plus de propriété privée, alors même si, en fait, tu le limites, si je comprends bien, aux soins, à l'agriculture, à l'alimentation. Oui, tout à fait. Bon, mais ça, en fait... Ça ne veut pas dire que les gens n'auront pas le droit de posséder un certain nombre de choses. C'est Ne ça. serait-ce que si tu prends l'habitat, puisqu'on est parti dans les prospectives, là, mais on a un programme à rédiger en 1 an et demi, hein, donc c'est bien qu'on commence maintenant. Non, mais tu vois, bon, je vais dire un truc qui est assez classique à gauche, c'est que moi, je trouve assez intéressant que des gens puissent posséder une maison. Pourquoi ? Pas parce que j'ai un instinct de propriété extraordinaire pour ce qui me concerne, mais à la rigueur, les gens font ce qu'ils veulent, mais surtout parce que je pense que c'est pas mal pour l'équilibre individuel d'avoir un chez-soi. C'est intéressant dans ce monde tellement agressif, tellement violent, tellement sauvage. Et la sociabilité, c'est violent en fait, la socialité, on ne le dit jamais assez. Et d'avoir, comme aurait dit Virginia Woolf, pour des raisons féministes, une chambre à soi, et ben là qui serait une maison à soi, je trouve ça intéressant. Mais ce qu'on va mettre tout de suite en avant, sortir l'habitat du domaine marchand, c'est pas forcément dénier aux gens la possibilité de posséder leur maison ou leur habitat, c'est simplement de faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'opérations lucratives sur des habitats. Mais Et c'est ça la marchandisation de l'habitat. Okay. C'est les gens qui possèdent 8 appartements et qui spéculent dessus. Je dis 8 et parfois c'est 500. C'est des grands empires immobiliers qui existent. Bon, bah déjà, ça, c'est un gros travail qui me paraît tout à fait nécessaire parce que c'est ces gens-là qui font que des gens ne peuvent pas se loger. Mais du coup, tu ne remets pas en compte le droit à la propriété privée sur ça, mais en revanche, par tout un tas de dispositifs publics, on organiserait l'impossibilité, on interdirait effectivement la spéculation lucrative sur l'immobilier, sur l'habitat, tout à fait. Bah, absolument. Bah, écoute, je pense que c'est fait. Hein. Et ça c'est de la technique Khmer pour le Rouge, coup. contrairement à une légende urbaine. Non, c'est vrai que je suis revenu de la période Khmer Rouge. C'est dit. C'est dit. Merci beaucoup, François, de nous avoir rendu visite. Merci pour l'invitation. Merci à toi, c'était un plaisir. Voilà, c'était la 7e explication de l'année. Pas la plus tendue, hein, mais je savais que ça serait plutôt amical. Pas la plus tendue, non, je confirme. Je m'attendais aussi plutôt à ce que ça se passe dans des conditions amicales. Ouais. Bon, et puis nous, on revient après l'été. Ouais, avec un nouveau cartable, des nouvelles trousses. On revient en septembre, pour la rentrée des classes. En septembre, on sera là. Il ne faut pas s'égarer cet été. Et je remercie bien sûr tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et qui sont aujourd'hui avec nous en coulisses. Quentin Moreno, notre réalisateur, Maxime Asseo et Antoine Biro, nos community managers et bien sûr notre ingénieur du son, Marc Noueriga. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous rappelle bien sûr que QG est un média indépendant. Je vous invite bien sûr à nous soutenir, notamment financièrement sur qg.media. C'est le nerf de la guerre, vous vous en doutez bien. Et je vous dis à très bientôt. Bonne nuit.